en général, c'est pitoyable l'état des bandes annonces là, pour vrai. Puis le pire, c'est qu'à Hollywood, pour les gros films, là, les bandes annonces, là, c'est un truc qui est préparé 1 an d'avance. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Je me rappelle avoir écouté, une fin de semaine, 3 fois Saving Private Ryan dans la même fin de semaine. Charles Riendeau ne comprend pas toujours du premier coup. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Tu manges l'équivalent d'un bloc Lego par semaine, savais-tu? En microplastique. En de quoi? Tu manges l'équivalent en microplastique, là. Tu manges l'équivalent d'un bloc Lego par semaine. Les classiques, les 2 par 4. Ok. Briques, pas les tuiles. Ah, ok. Je pensais que tu disais Non, Je pensais que tu disais le kit au complet. Non, tu manges pas activement des Legos, là. C'est ça. Moi, j'avais on m'avait dit une carte de crédit par année. Ouais, mais Ok, on a fait ouais. des calculs, ça revient un peu pour même. Ouais, ça, je l'ai dit aussi. Exact. Parce qu'on Ouais. voulait savoir, admettons qu'on s'y met pour de vrai, là, puis on recycle. Est-ce qu'on peut se faire un set Lego à la gang Avec à les la fin de l'année? microplastiques qu'on gère. C'est ça. La réponse est oui, mais va être très petit. Je pense que c'est au bout de 10 ans, t'as un Millennium Falcon. Oh! Non, ça serait bien plus que 10 ans, il est super gros. Ouais, la color scheme, elle marche pas bien. Ouais, un Sandcrawler. Tu vas être laid, là. Puis il sent drôlement mauvais. Le gars, il a ça dans son salon, puis son appartement complet en peste. C'est une pièce de collection inestimable. J'ai fait avec mes amis. On s'excuse. Ouais. Ouais. Non, mec, je suis Ça sera pas dans le podcast. change de poste, ils sont pas contents. Ah ouais, c'est ça, change de poste, là. Là. Écoute, c'est quoi à la place? Avez-vous vu je sais que tu l'as vu, mais t'as-tu regardé la pub de Furiosa? Non, pas encore, qui vient de sortir. C'est quoi vos impressions là-dessus? Ouais. Moi, je l'aime pas. Mais c'est une pub. C'est rarement le produit final. Ouais, mais je me rappelle, Mad Max, la pub de Ouais. Mad Max, un des meilleurs trailers que je me rappelle que j'avais vu de Ah ouais, ma je me vie. souviens Là, pas de c'est ça. Ah, je suis parce que d'accord. j'étais un cégepien, puis c'est comme genre des choses. Mais la pub initiale de Mad Max Fury Road, c'était incroyable. On savait que ça allait être un film génial avant qu'il sorte, puis tu sais, on a eu Ok. raison. Non, ben Furiosa, ils ne sont pas allés dans cette même direction artistique, là, mettons. Ok. Ils n'ont pas décidé de mettre en valeur leur film. Ouais, c'est ça la décision. Ils ont dit on va faire un mauvais trailer. C'est pas que Ah, mais la en structure plus- du trailer est pas mauvaise, c'est pas ça le Ouais. problème. C'est vraiment juste parce qu'il y a plein d'effets spéciaux qu'on dirait qui sont temporaires juste pour le bien du trailer. Ouais, on dirait qu'ils sont pas Ok. finis. Des explosions dégueulasses. Oh Genre boy, que- ok. Des Puis- mauvaises incrustations Ouais. sur écran vert. Yeah. Ça fait très moche. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est juste que venant du premier film qui est débile, puis c'est que du practical effect dans ces affaires-là. Ouais. Ben, C'est- comme je disais, tu sais, il y a du VFX dans chaque shot Oui. du film, Oui. mais c'est une cerise sur le gâteau, tu sais, Ouais. c'est du rajout. Tu sais, on rend le désert, l'expanse du désert plus vaste. Oh, Tu ouais. sais, en mettant un grand fond vert. C'est ça ici, c'est un petit peu trop dangereux, fait qu'on va les rapprocher. Fait Oh, qu'on ouais, va c'est faire ça. un petit peu Non, de non, c'est compositing. tout très raisonnable. là. C'est du VFX qui vient rajouter, servir le practical. Oh, ouais. Là, il y a beaucoup de VFX qui a l'air d'être très, très juste VFX. Ah, ça... Bon, ben là, ouais. Ouais, figé de même, c'est un peu difficile à dire si une mauvaise explosion ou pas. Ouais, mais même pas figé, c'est... Ben, ça... OK, je sais qu'on veut pas trop s'attarder là-dessus parce que C'est une il n'y a pas de image, support là. visuel. Là. S'il y a une explosion comme ça qui se déclenche, il devrait pas avoir juste un glow orange autour. L'ombrage qui part de gauche à droite, il devrait être pas mal moins. Il devrait commencer à dissiper. Ok. Tu vois, là. Oh, oui, non, je vois. T'as une source de lumière à droite, l'ombrage part de gauche à droite. Ouais. Tu sais. Non, ça, C'est- c'est vraiment L'explosion a été rajoutée en post-prod, puis honnêtement, c'est pas mieux qu'un un plugin After Effects. Là, Ben, c'est ça. drag and drop. Ouais. là. Mais exactement,
là, l'histoire, ça va être quoi par rapport au dernier Mad Max? C'est l'origine de Furiosa. Ouais. Ok, tout C'est simplement. Anya Taylor-Joy qui fait Furiosa. Cool, fait un bout qu'on l'avait pas vu. Je la vois partout. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Last Night at Soho, je pense. Puis, Ok, ouais, Ok, moi, tu l'as vu. T'as-tu vu le Mario Movie? Ouais. Ah, j'ai T'as entendu Anya Taylor-Joy. Mais j'ai rien contre ça, c'est une excellente actrice. Ça fait Ouais, du c'est une sens. excellente actrice, mais moi je l'aime beaucoup. Moi je l'ai vu dans le bon sens, dans le sens que Ouais, la non, fois que je l'ai c'est vu, ça fait 2 ans de ça, moi je la trouve cool. C'est Puis c'est comme, juste hey, que je let's go. trouve. Je l'aime beaucoup aussi. Sauf que je trouve ça quand même mal casté pour Furiosa quand tu essaies de remplacer Charlize Theron. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Elle a des traits de visage que Charlize Theron n'a pas du tout. Puis, tu sais, on s'entend, c'est une très belle femme. Oui, absolument. Ouais. Ah, Sauf Charlize qu'elle Theron a je ne sais quoi. une esthétique très, très distincte. Ouais. T'en reconnais tout de suite. Là. Ouais. Ok. Justement, c'est ça qui démarque beaucoup. Là. Ben là, tu dirais, je donne le bénéfice du doute au Ouais, film c'est là-dessus. sûr, Là, c'est mais sûr. je dis ça, j'ai même pas vu, je suis allé à Tu ma gueule un peu. veux-tu l'écouter vite fait? Ou? Oui, bon. Il va y avoir du montage après là-dessus, c'est clair. Mais je trouve, je suis un peu déçu, je te dirais, on dirait que ça se distingue pas assez de Fury Road. Là. C'est mou, hein, un petit peu. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dynamique. À part, il y a une shot où est-ce qu'il y a un auto qui fait un 180, puis tu le vois là que c'est une shot en accéléré. Ouais. Ça feel comme, OK, Ouais. Mad Max. Ce qu'il Ça faisait feel dans comme la Mad Max réalisation de souvent. George Ouais. Miller. Le reste, c'est mou un peu. Ouais. Je trouve que ça a une esthétique très. Une version corporate Mortals Engine. Mortal Engine, Ah ouais. Tu sais, genre du post-apo un peu trop Safe. léché, puis safe, puis Ouais. qui basé sur un livre d'adolescent, genre, un peu. Là. Ça Ouais. fait ça un peu. Pour revenir sur le casting de Anya Taylor-Joy, on l'avait déjà mentionné quand on en avait parlé au début. Ouais. Pour leur donner le crédit, par contre, Oui. je suis complètement d'accord avec le fait de revenir à l'ancien paradigme de... On sait que notre audience est assez intelligente pour faire la part des choses, puis lever un peu son bénéfice du doute, là, pour se dire, ben, tu sais, je sais que c'est pas la même personne. Je sais qu'elle ressemble pas à Charlize Theron quand elle avait 19 ans ou whatever, Oh, oui. tu sais. Je suis assez intelligent pour savoir, ben, c'est le même personnage. Ouais. Tu sais. T'as pas besoin de prendre une actrice random puis de de-age la face de Charlize Theron par-dessus. Bon, là-dessus, c'est vrai. J'aime- George Miller a d'ailleurs dit qu'il a vu The Irishman puis il a trouvé ça très laid. Qu'il voulait pas faire ça dans son Il film. veut rien savoir D'accord, de ça. c'est beaucoup d'argent qui est mal investi. Juste pour garder un gros nom, tu sais. Le C'est résultat ça. est pas si beau que ça en bout de ligne. Irishman avait coûté autour de 250 millions. là, Ouais. puis c'est principalement pour les effets de Ouais, de-aging. mais ça, on en avait parlé au dernier épisode, c'était comme le quart du budget quasiment, c'était comme Ouais. le de-aging. C'était Mhm. ridicule dans le film. C'est ça. Ça sert pas le film. Non, en effet, puis je sais pas pourquoi ils l'ont manqué pour vrai. C'est très spécial. Le pire, c'est que c'est un bon film. Là. J'ai adoré ce film-là. Puis, mais je veux dire, tu prends De Niro qui a une face que tout le monde connaît de toutes les étapes de sa vie parce qu'il Ouais. il est célèbre depuis très le longtemps. début Depuis des années tout jeune, 70. tu sais. Ouais. Même il faisait des films dans la fin des années 60. Fait que donne-moi pas cette face-là en me faisant croire que c'est sa face quand il avait 30 ans. Je le sais de quoi il a de l'air Je quand il l'ai avait 30 déjà ans. vu, je l'ai vu bouger, acter, s'animer, tout ça. C'est à cause du... La technologie est juste pas encore là. On est proche. Même s'il était là, je préfère qu'il change d'acteur. Ouais, c'est sûr. On est très proche, mais pas tout à fait là, parce que l'œil humain... Vous connaissez le concept du Uncanny Valley. Oui, là. pas T'sais, très- L'œil humain est très habitué à détecter des Ah ouais. visages, puis ça a l'air de quoi un visage naturel. Oui. On fait C'est- ça toute notre vie depuis qu'on est... Dans le tout premier épisode qu'on parlait de Bruce Willis, là, Ouais, tu sais, on disait, on veut pas qu'il... Parce que moi, je veux pas qu'il perfectionne cette technologie-là, parce que je veux pas avoir 150 ans d'Al Pacino. Je l'aime bien, là, mais genre, Ouais. je veux qu'on passe à autre chose. À un moment Laisse de la donné. place pour les autres. Je suis pas sûr justement. que Al Pacino veut pas non plus 150 ans de Al Pacino non plus. Faire des pubs de Dunkin' Donuts dans un film d'Adam Sandler. Là. On parle de Mikey and Fallen. 150 ans de Dunkachino. Dunkin' Chino. Non, non. Ouais. Ah. Fait quoi? Non, le trailer est juste un peu décevant. Puis si c'est parce que c'est pas tout à fait fini, il aurait dû attendre, j'ai l'impression. Ouais. Mais à part des practical effects, que des fois ils ont l'air un peu trop en bon état, trop léchés,
VFX qui ont l'air pas tout à fait finis, puis des fois la réalisation qui a l'air un petit peu, qui a l'air pas assez dynamique pour ce genre de film-là, j'ai l'impression. Je dirais, ça manque juste il y a juste de quoi par rapport à qu'est-ce qu'il propose. Il dit comme genre, ok, là c'est Furiosa, comme genre fine, mais le regarder comme genre, ok, en effet, c'est elle. C'est tout ce que c'est, sans vraiment ajouter tant de choses que ça. Je suis content qu'ils en disent pas trop sur l'histoire non plus. Ça, oui. Ça va sûrement se gâcher dans les prochains trailers. Là, mais... Sûrement. Ça me sonne une cloche, par contre, au niveau pour ce qui est de l'histoire. Ouais. On s'entend à Mad Max Fury Road, c'est très partagé, là, nos personnages principaux. C'est le personnage de Tom Hardy puis Charlize Theron, avec Max puis Furiosa. Ils partagent pas mal le rôle de personnage principal. Oui, en effet. On s'entend. Puis pour Furiosa, c'est une histoire d'émancipation. Ouais. Là, c'est elle qui a fait partie de l'armée privée d'un espèce de warlord. Puis c'est elle qui va s'enfuir de là, se sortir de là, qui va s'émanciper. C'est une autre histoire d'émancipation. On fait la même chose dans le film. On vient, fait qu'elle fait juste tourner en rond. Ben fait que là, tu viens de gâcher un peu. Parce qu'elle l'a déjà fait dans le passé, quand elle était jeune. Ça l'enlève un peu comme cette valeur-là que ça avait à un plus vieil âge, avec une longue carrière. Ça, c'est dit que je me sentais pas qu'il déviait tant que ça de Fury Road. J'ai comme l'impression comme on va cacher encore plus une fois sur la même affaire. Puis... Mais c'est George Miller est plus intelligent que ça, à mon avis. Je suis d'accord. Oui. Mais c'est un gars qui s'est fait excessivement maltraiter par des studios toute sa vie. Fait il doit l'avoir dans le cul un peu. Là. Peut-être qu'il a abandonné. Ouais, c'est ça. Puis il fait comme genre, ok, c'est ça moyen que je vais réussir d'avoir un film. Puis c'est de se plier à ces demandes-là. Peut-être. C'est comme, je sais pas, c'est son idée de genre engager Chris Hemsworth puis lui mettre une longue barbe puis une cape rouge. Là. Sérieusement. Là. Non, mais la cape à mon rouge, avis, il fallait avoir un acteur. Puis là, ils se sont demandé, c'est qui les Australiens connus? Puis là, ils ont été vers le gars le plus... Hugh Jackman, peut-être. Hugh Jackman, en effet, mais même lui, il aurait pas eu sa place. Il est en train de faire Deadpool 3, trop occupé. La cape rouge, c'est à cause de Thor, c'est ça? Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est genre, t'engages ce gars-là qui vient de sortir d'un long contrat, que les gens sont un peu tannés de son personnage, puis tu le ramènes avec la même apparence dans les films qu'il fait depuis 10 ans. Parce que moi, je le voyais vraiment juste dans l'optique du film. Je trouve que les costumes, il n'y a rien qui ressortait. Il n'y a rien qui se démarquait ou presque. Il porte une espèce de brassière en métal bizarre. J'aime ça quand dans l'univers de Mad Max, il lean un peu dans l'aspect comme BDSM weird. Là. Je trouve ça intéressant. Je trouve que la cape rouge, par contre, c'est comme un des éléments que j'ai fait. Il y a une bonne idée en arrière de ça. Ouais, mais son chariot, il est cool. C'est ça. Le chariot est cool. La shot où est-ce que c'est lui qui ride son chariot, qui est comme un chariot romain qui est dirigé par 3 motos au lieu des chevaux. Ce qui est vraiment cool. Sauf que les motos, on dirait qu'ils viennent de sortir d'un concessionnaire Harley Davidson. Ils n'ont rien de rajouté dessus, puis ils sont comme toutes propres. Ce qui ferait du sens, c'était 5 ans après 5 ans, il dit c'est 45 ans après. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire, il y a une shot de dos où est-ce que là, il ride son chariot, puis la cape rouge, dans le vent, elle stand out. C'est une silhouette qui est intéressante. C'est le fun à l'écran, ça attire l'œil. Mais encore là, c'est comme mal intégré sur le background, c'est tout propre. La saturation est comme bien trop blown out. Ça ressemble pas à du Mad Max. On va assumer que son personnage, c'est genre le champion d'un Warlord. Là. Ça a l'air d'être ça un peu. Là. C'est ça. Il donne des vibes Spartacus un peu. Là, puis, c'est ça. En tout cas, on va voir. Je donne le bénéfice du doute, c'est sûr, parce que Fury Road, on s'entend, c'est un des meilleurs films de la décennie des 2010. Chris, mais en termes de révolutionner l'action, ils l'ont réussi, puis d'aplomb. Qui aurait cru que ce film-là pourrait marcher et marcher à ce point-là? Tu le lis sur papier, comme genre, à un moment donné, ils raident là, puis ça, ils reviennent, comme genre, man, ça a l'air pas ton idée, mais au le scénario, il y a 2 pages. C'est ça, Puis ils vont là, puis ça, ils reviennent, mais c'est incroyable comment ils l'ont fait. Il a révolutionné comment tu peux faire un film puis raconter un film. Ça, c'est legit incroyable. Il y a eu beaucoup de critiques sur Fury Road, comme quoi il n'y a pas d'histoire. Il y a beaucoup de world building pour un film qui n'a pas d'histoire. Juste comme comment bâtir l'univers, juste avec des visuels. C'est comme quand ils sont dans une espèce de swamp, là. C'est juste de la boîte. Puis ils disent rien avec ça. C'est juste, ils disent rien, ils mentionnent rien, puis il y a juste des hommes corbeaux sur des échasses qui se promènent. Wow!
Ça, c'est le genre d'affaire. Ouais. Là. Mais il y a une différence aussi. J'appuie ce que tu dis. T'as 100% raison. Puis au travers ça, la critique, il n'y a pas d'histoire. Ouais, mais c'est pas dans le sens classique de qu'est-ce qu'on veut dire d'une histoire. T'as pas beaucoup d'intrigues. Ça, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Tu parles d'intrigues. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas 3000 développements. Ouais. Mais check les relations entre les personnes. Check les symbolismes. Check qu'est-ce que les personnages passent au travers. Ouais. Là, tu vas voir que non, au contraire, il y a de l'histoire en tabarnak au travers ça. Mais les petites lignes de synopsis Wikipédia, l'affaire que toi t'appelles une histoire, comme ça, non. En effet, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils vont plus loin que ça. Ouais, mais tu sais, des relations entre les personnages. Juste Max qui réapprend un petit peu à s'ouvrir après des années, des décennies de trauma. Ouais, mais tous les personnages ont des arcs vraiment bons. Le personnage de Nicholas Hoult aussi, c'est lui qui est le plus intéressant de loin. Pour faire partir de où est-ce qu'il est au début. C'est lequel? C'est un des Warboys. Qui se peinture la bouche. Puis, sauf qu'il est laissé abandonné. Parce qu'il est mediocre. Ouais, exact, c'est ça. Quel bon. Witness me, puis là, il s'en va comme ça sacrifier, puis il réussit même pas. Mediocre. C'est bon. Le méchant, il est tellement cool. L'esthétique. Straight le charisme. Il est dégoûtant. Il est plein d'infections, c'est bon. C'est un excellent méchant. Ils sont vraiment comme s'inspirer de genre Darth Vader un peu. Pour moi, c'est sûr, suivre Fury Road, c'est dur. Ouais. Parce que, en tout cas, pour moi, Fury Road, c'est un film. C'est le meilleur Mad Max. Parfait. Moi, personnellement, je suis pas capable d'y trouver une faute. Je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent en trouver. C'est relatif, là, les goûts, tout ça. Pour moi, même si tu m'amènes une faute, j'argumenterais comme quoi c'est soit pas grave ou si c'est j'ai pas encore écouté la version Black and Chrome. Il est beau. Ouais, ça doit. C'est un beau black and white. C'est pas juste comme on a mis un filtre noir et blanc et on retravaillé les contrastes tout ça. Parfait. Ça sert le film. C'est une drôle de mode qui est apparue dernièrement de prendre un film et de le ressortir en noir et blanc. C'est je pense que c'est peut-être Mad Max qui l'a un peu parti. Mais je pense qu'il y a eu Justice League, en effet. Je pense qu'il y a eu Logan. C'était-tu juste qui l'ont fait. Oui, le de Zack Snyder. Là, ils ont justifié le noir et blanc. Ah, j'ai pas vu par contre. Moi, je peux dire qu'il n'y a rien de justifié dans ce film-là. Il y a beaucoup de choses qui, entre guillemets, c'est des décisions artistiques. Je vais rester sur ta vague de noir et blanc, mais vite fait. Le Justice League de Zack Snyder, la version qui est sortie de 3h30 en noir et blanc, puis avec des scènes rajoutées et tout, ça a été fait à la demande des fans. Ouais. Ça a été un petit peu révélé récemment que les fans, c'était des bots sur Twitter qui n'existent pas. Ouais. Faites par quelques fans enragés qui voulaient absolument avoir la version longue de Justice League. C'est ça. En ce moment, la mode, c'est de dire que Zack Snyder, il n'y a pas tant de fans que ça. Que c'est des faux profils que sur Twitter qui n'existent plus depuis qu'Elon Musk est pas parce qu'il y a des bots qui existaient que ça veut dire qu'il n'y a pas de fans. Il y a une légion de fans. Puis il y a des choses qui ont été faites que des bots peuvent pas faire. Acheter des publicités à Los Angeles. Non, ça, c'est sûr. Avec des panneaux Bring Back the Justice League. Ils créent des armées de bots, c'est dans leurs intentions aussi, puis ils l'ont fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une arme dans leur. Exactement. J'ai les nombres de tweets qu'il y a eu pour dire on veut la Snyder Cut. Ben, j'aimerais voir, c'est pas tous des vrais tweets. Plusieurs d'entre elles n'étaient pas vraies, c'est vrai. Je pense pas que ce film-là aurait existé, sinon il est sorti sur HBO Max direct. Genre, non, mais c'est un truc de pandémie. Il fallait sortir de quoi en pandémie, tu peux pas tourner. Ah, attends, il y a cette affaire-là. Ils ont fait des reshoots, tout ça. Ça a dû coûter cher, là. Je pense que c'était pas tant cher que ça. Je pense que ça a coûté 20 millions de plus. Une affaire de même. Ce qui est, oui, de l'argent, là, mais. T'as déjà payé pour la plupart du film. Puis c'est du streaming, ils n'ont pas besoin de payer de redevances aux acteurs. Ah, ça c'est vrai. Mais c'est pas génial. C'était dans leur contrat. Là, t'as pas besoin de repayer soudainement Henry Cavill, Gal Gadot, toute la gang pour ton film. C'est peut-être pour ça que t'en as comme Henry Cavill qui sont un peu fâchés. Je raserai pas ma moustache. C'est sûr que ça va pas. Ouais, pour le noir et blanc. Mais il doit en avoir d'autres aussi, mais je me rappelle, il y avait une mode qui est sortie. Petite liste exhaustive, là. T'es pas mal tout dit, là. Fait que Fury Road, Justice League, Logan, Parasite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parasite, puis Lady Vengeance, 2005. Ah oui, c'est vrai, ok. Mais c'est une drôle de mode.
Pas sûr tant que ça. C'est du marketing, on s'entend. Oui. Je me demande C'est des une fois incentive à acheter le Blu-ray. Mais ça serait peut-être du cas par cas, peut-être qu'il y en a des fois que c'est le réalisateur qui c'est vraiment sa vision originale, puis que le studio voulait pas, genre, parce que c'était trop niche ou whatever. Ouais. Ou des fois, c'est des films qui ont des esthétiques particulières, mais comme dans le cas de Mad Max, l'idée de George Miller, c'est que soit tu vas all the way noir et blanc pour y aller dans ce gros contraste-là. Parce que noir et chrome. C'est noir et chrome. Ouais. Puis il a dit, mais là, clairement, il pouvait pas le faire. Puis là, il a dit, d'abord, la solution inverse, c'est d'y aller explosif en couleur. Puis c'est la direction qui a été finalement. Oui, mais pour ça que la version de couleur est très bonne aussi. Les deux versions sont très équivalentes. C'est ça. Mais une n'efface pas l'autre, on s'entend. Non, exactement. T'as ta préférée. Si c'est ton film préféré, t'es content parce que t'as deux versions. Écoute. Exact. C'est ça. Un truc comme Logan, c'est comme ok, là, clairement, ce film qui joue beaucoup avec les ombres dans son esthétique. Ok, là, c'est noir et blanc, c'est vraiment bien quand t'es capable d'avoir des énormes contrastes dans ton image de clair et d'ombre. Puis c'est là que la valeur du noir et blanc prend Logan a eu une re-release aussi. Le film est ressorti en salle. Dans plusieurs salles. Comme une plus grosse re-release que Black and Chrome, qui a fait quelques cinémas, je pense. Je pense que Logan a une plus grosse re-release. Puis je trouve que tant qu'à ressortir un film, elle amène de quoi de différent. Oui. Tu fais pas juste la même chose. Non, donne-moi une raison de retourner au cinéma. Mais c'est une drôle de tendance. Je sais pas si ça va vraiment continuer, cette idée-là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça, le noir et blanc. Ouais, moi... Surtout dans ce genre de film-là que... le noir et blanc, ça fait abstraction. Vu que t'as pas les couleurs, ben, tu focuses plus sur la texture. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis quand t'as des très beaux practical effects, tu vas... ça les met en valeur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai juste un doute sur comme... Ok, c'est peut-être que c'est juste un peu... Ils vont exagérer à un moment donné. Puis Garfield avec Chris Pratt va avoir une version noir et blanc. Ouais, c'est ça. Ben, ça prend pas des proportions énormes, ça va, mais c'est une drôle de mode. Ouais. Puis, tu sais, comme j'ai dit plus tôt, c'est sûr, c'est du marketing. T'sais, ils font le calcul, c'est sûr, on va attirer un petit peu plus de monde là, vers notre re-release si on a un petit goodies à offrir. J'ai l'impression que c'est pas la façon la plus cynique de le faire. Non. Quand il y a un intérêt artistique... C'est pas un énorme détour. Là, non, c'est ça. C'est pas comme le 3D, mettons. Non, exact. Ça, c'est juste parce que on est des snobs de cinéma. Puis le noir et blanc, c'est comme ça que ça parce que tout le monde adore le 3D. Oui, c'est ça, exact. Oui. J'ai jamais entendu quelqu'un dire comme ça va être en 3D, ça va être le fun depuis 10 ans, je pense. Ouais. La dernière fois que j'ai vraiment été un peu intéressé au 3D, c'est quand le dernier Avatar est sorti. Là, je me suis dit, ok, on va... Ça fait une éternité que j'ai pas touché à des lunettes 3D, je me calisse du 3D, à moins que le film ait été vraiment créé pour le 3D. Mais si c'est juste comme, ok, t'as pris un film puis tu l'as changé en post-prod pour créer la fausse impression du 3 dimensions avec tes layers, comme, non, je m'en fous. Mais là, filmer en 3D, ok, nice, là. Puis le 3D d'Avatar est évidemment très cool. Mais sinon, on s'en fout, ça a été prouvé que ça ajoute pas tellement quelque chose à ton film. On a déjà parlé longtemps. C'est ça, on a déjà parlé. Moi, ça fait que dépérer mon expérience. Avoir des lunettes de plastique par-dessus mes lunettes. Là. Ça fait juste désaturer l'image pour toi parce que parce que moi, personnellement, je vois pas le 3D en plus. Fait que j'ai juste une paire de lunettes de plastique d'en face puis des couleurs désaturées. Pour les gens qui le savent pas, Hugo est sévèrement handicapé. Il porte un eye patch, la moitié de son visage est comme affaissé puis défiguré. C'est comme double face. Ouais, exact. C'est un peu mais toute sa face. Ouais, exact. Sans le charisme. Exact. Juste les points négatifs. Mais j'ai toujours une affaire weird avec le 3D que j'ai jamais catché. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai écouté du 3D, c'était au Centre des sciences de Montréal. J'étais vraiment enfant. Puis le 3D là-bas est incroyable. Mettons, t'écoutes un documentaire sur les poissons. Puis je me rappelle... Là, tu mets tes lunettes, puis t'as legit l'impression d'être dans l'eau. Les poissons sont tellement proches de toi que t'as l'impression que tu vas y toucher. D'ailleurs, c'est un peu fatigant si tu vas voir un film au Centre des sciences, parce que quand il y a plein d'enfants, soudainement, tous les enfants essaient tous de t'appeler les poissons ou les papillons, ou peu importe quel animal. Ton documentaire est à propos de ça. Mais pourquoi c'est pas possible d'avoir ce genre d'effet-là quand tu vas voir un film au cinéma? Des fois, t'écoutes un film en 3D, puis tu le ressens à peine, le 3D. T'as plus l'impression que la dimension est en arrière de l'écran que vers l'avant. Ça répond pas avec le type de projecteur. Je sais qu'il y a un vrai projecteur IMAX 3D, il n'y en a pas partout. Là. Ouais. Souvent,
les cinémas qui disent avoir IMAX, ils ont payé pour le brand IMAX, mais c'est juste parce qu'ils ont un plus gros écran, ils n'ont pas tellement particulièrement un projecteur IMAX. Ouais. C'est ça. Il y a peut-être un peu de ça. C'est une salle au centre de sciences qui est faite pour ça. Je sais pas c'est quoi la différence de la technologie. Moi non plus. Je voudrais pas m'avancer trop tôt, là, mais je sais que le projecteur IMAX a une façon de fonctionner différente. Puis je sais aussi qu'il y a des cinémas comme Guzzo puis Cineplex qui vont payer pour avoir le brand IMAX, mais que c'est pas nécessairement du véritable IMAX. C'est un peu trompeur. Ouais. Ok. Intéressant. Perry aurait pu en dire plus. Mais... Ouais, Perry est pas là. Perry, t'es dommage silencieux depuis tantôt. Ouais, tu sais. J'ai est là, la pièce est boude depuis tantôt. J'ai fait une petite recherche bien vite. Ouais. C'est assez simple. En fait, c'est 2 écrans. Il y en a une qui est comme semi-transparente, puis il y en a une qui est back projected, puis l'autre c'est un projecteur en avant. Ouais. Il y aurait 2 projecteurs. Ouais. Un en arrière puis un en avant. Exact, c'est ça. Puis il y a du monde de chaque côté avec des perches, avec des cut-outs, des poissons. Ok. Alright. C'est ça de gaslight. Je vous jure, c'est écrit ici. Je l'ai vu sur Google. Ça semblait que c'était rapide sa recherche. Ouais, hein? C'est habitué. Ah, fuck you. La désinformation. Ouais, je me suis dit, ça serait cool qu'il y ait 2 épaisseurs d'écran avec un projecteur en arrière. Mais je sais comme j'ai jamais entendu ça. Mais c'est que ça prendrait de la place, ah oui, là. C'est bruyant. En plus, c'est pas pour rien que le projecteur est dans une pièce à part. Là. Ah ouais? Non, j'ai aucune idée quand ils font ça. Ok, bon. Ah ouais, ça, c'est une belle perte de temps. Ouais. On retrouvera pas ça, ce temps-là. Non, c'est ça. Moi, j'ai envie d'aller voir The Holdovers. Ça a l'air bon. The Holdovers. C'est un petit film, il joue. Oui, non, mais c'est le film qui fait fureur en ce moment. Ouais, c'est le fait qu'il a été vraiment filmé avec la méthode de son époque qui essaye de dépicter. Ouais, de ce qu'on m'a dit, je l'ai pas encore vu, mais apparemment, t'écoutes ça, puis l'idée, c'est vraiment faire un film comme dans les années 70. Mais pas sans avoir des moments, regarde, c'était le même dans les années 70, regardez tout le monde, c'était ça dans les années 70, c'est juste... Non, c'est... Il y a des super bons ratings. Ouais. 4.2 sur 5 sur Letterboxd. J'aime bien Paul Giamatti d'habitude. Fait. Exact. Non, je pense... parce que j'ai vu le trailer une fois, je pense, puis je trouvais que ça... Il y avait... J'ai aucune idée de quoi ça parle dans ce trailer, il était un peu chaotique, mais genre... C'est un film de Noël? Ça semblerait-il. Okay. Ouais. Right. Christmas Break, blablabla. Non, je vais aller voir ça bientôt. J'aime ça des films qui committent à leur esthétique au point de les filmer. Je sais pas si c'est vraiment filmé avec des caméras de l'époque. Si tu veux y aller all-in, après moi, t'as pas le choix. Hein. Parce que ça marche quasiment jamais que tu prends une caméra numérique, que tu filmes avec, puis que tu la traites pour essayer de faire croire que c'est une caméra de l'époque. Ça a été essayé tellement de fois. J'ai encore à voir un exemple de une fois que ça a marché. Puis t'as des génies là, qui l'ont essayé. Mettons, David Fincher l'a essayé avec son film Mank. Puis j'ai comme... C'est un génie technique, ce gars-là. Puis même le réalisateur ce film-là, c'est comme genre, c'est bien trop clean, man. Il a essayé, puis il a manqué son coup. Ben, à mon avis, oui, là-dessus. Oui. Mais si tu me dis comme genre, le gars qui serait supposé l'avoir réussi, c'était lui, puis même lui l'a pas fait. Tant qu'à moi, si tu veux avoir une esthétique de l'époque, filme avec whatever qu'il filme à cette époque-là. Avec le type de pellicule qu'il utilisait à cette époque-là. Il n'y a pas d'autre moyen. Non, en effet. Tu trouves une vieille caméra, puis arrange-toi. Là, ouais. Mais même là, t'as besoin aussi d'avoir le type de pellicule qu'il y avait dans ce temps-là aussi. En plus. Regarde un film des années 90 puis un film des années 70, t'es capable, juste avec la texture que tu vois à l'écran, de distinguer qu'un vient d'une époque différente. Il doit y avoir des compagnies qui se spécialisent dans la reproduction de vieilles pellicules. C'est une bonne question. Là, tu rentres dans... Je suis pas un gars très technique là-dessus. Parce que... Je sais pas que ça l'implique exactement, la production. Ça doit être cher, si tu faire de la pellicule sur mesure pour ton film. Ouais, mais c'est beaucoup aussi avec le niveau de sensibilité à la lumière. Aussi c'est sûr. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas des pellicules qu'ils doivent faire à tous les jours. Là, puis je peux pas croire que c'est des pellicules qui datent de l'époque qui ont jamais été utilisées. Non, en effet. En effet. Mais t'as des vieilles caméras, t'as des vieilles lentilles qui existent aussi, que ça aide là-dessus. C'est un peu comme la nostalgie du VHS qu'on entend de ce temps-là pas mal. Ouais. Les gens qui collectionnent les VHS. Au début, je regardais ça avec un peu de dédain. C'est le pire format vidéo qu'il n'y a pas. Ouais. Sauf que là, je vois
l'attrait quand que tu t'équipes avec tout le setup de l'époque pour le regarder. Ouais. Parce que moi, les seules fois que j'ai réécouté des VHS dans ma vie, c'est sur des TV. Ouais. 9-16, tu sais, comme on a aujourd'hui en rectangulaire. Ouais. HD, tu sais. Puis sur un VHS là-dessus, c'est dégueulasse. Ça. Ouais. Mais sur une télé de l'époque avec un lecteur VHS puis des systèmes de son de la TV, je peux voir le charme. Non, totalement. Moi, j'en ai un chez nous, un lecteur cassette, mais j'ai pas de TV cathodique par contre. Ouais. Mais je me dis des fois, il y a certains films. J'écouterai pas de vrais bons films là-dessus. Là. Mais non. J'écouterai pas. Je sais pas, Schindler's List en cassette. Là. Ouais. Ça arrivera pas. Ah, il a déjà été publié en cassette. Ouais. Oui, je sais, mais... Moi, c'est l'attrait nostalgique que je donne à ça. T'sais. Non, je sais, mais si je pourrais écouter un film en cassette, je veux que ça soit un film un peu trash, un film un peu... Ouais. Tu sais, vraiment un film le fun, c'est ça, comme... premier film que j'ai écouté quand je me suis procuré mon lecteur cassette, je pense que c'est... Starkey and the Hutch, j'ai oublié la prononciation exacte, là. Ouais. Avec Ben Stiller puis Owen Wilson, 2002 à peu près, sorti une comédie de l'époque. Okay. C'est ce genre de film-là que t'as besoin d'écouter, à mon avis, quand t'écoutes. C'est quoi le premier film qui pop dans votre tête quand vous pensez à un VHS? Oh boy. Man, quand j'étais petit, là, je gossais tout le monde pour avoir des cassettes. Là. J'avais une légion de cassettes. C'est que j'en ai plein, mais mes souvenirs de cassettes, c'était Spider-Man 1 puis Austin Powers. Tu sais? Moi, j'en ai. Les grosses cassettes de Disney puis de Pixar là, qui étaient immenses puis qui fitaient dans aucun tiroir, aucune armoire parce qu'ils faisaient beaucoup trop grosses. Ouais. Moi, j'en ai deux. Et le petit Stewart 2. je me souviens, la cassette, je l'avais eu à Noël. je me souviens d'avoir vraiment beaucoup regardé. Je me souviens du boîtier en plastique qui craquait ses bords. Là. Ouais. Puis une cassette enregistrée de la TV d'Austin Power 3. Nice. On avait écrit dessus avec un crayon de bricolage qui avait tout. Les lettres étaient toutes étendues, fait que c'était à peine lisible, Austin Power. Les lettres étaient toutes rendues chubby, puis genre fondues un peu. Je me souviens beaucoup de ça aussi, j'ai beaucoup écouté avec les pubs dessus. Tout. Je pense qu'il me manquait quelques secondes au début du film. Ah ouais? Moi, c'était un box set collection, les films de Star Trek. Du premier jusqu'au 6e, me semble. Parce que les spines à côté, ça faisait l'Enterprise D. OK. Genre l'image. Ouais, ça c'est le fun. Ça, c'est le fun. J'ai jamais eu de box set de même. Non plus. Ouais, puis je les ai réécoutés pas mal. Ouais. Je pense que c'est ça ma première. Ça, puis Star Wars. OK. Alors, moi, c'était tous des films, soit des films d'animation, des films pour enfants que j'avais. J'avais pas de... Oh, ouais. C'est sûr, il y a les films que ma soeur écoutait aussi. Là. Je me rappelle des grosses cassettes de Disney en plastique. Là, avec la sleeve en plastique. Là. Ouais, qui est plus grosse. Qui faisait un espèce de gros bruit là, quand tu te défaisais. Là. La fin de semaine, un samedi matin, là, à 7h du matin, en mangeant des céréales. Là, la cassette du Roi Lion qui était toute jaune-orange. Ça avec. Je pense qu'il n'y aura pas autant de nostalgie pour d'autres formats de films qu'on a eu. Le DVD a tellement pas une longue espérance de vie que... Non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est encore aujourd'hui, quand les gens pensent à... Nous, peut-être qu'on pense pas de même à cause qu'on est des gens de cinéma, mais quand les gens pensent à format physique, ils pensent à DVD. Ils pensent pas à Blu-ray. Encore là, moi, DVD, j'ai aussi des très bons souvenirs parce que mon père aussi est très cinéphile, fait que dès que les DVD sortis, il s'est équipé grosse TV. Tu sais, les grosses TV, mais aussi à rétroprojection. Ouais, c'est ça, rétroprojection. Ah ouais. Que l'écran était comme flexible. Ouais, c'est ça. Fait que ça, une grosse TV de même avec un lecteur DVD. Puis le premier film qu'il a acheté, c'est Starship Troopers. Ah, nice. Puis ça avec, on l'a beaucoup réécouté. Souvent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a du monde qui arrivait à la maison, il leur montrait la scène quand que la flotte de vaisseaux chaque fois que quelqu'un rentre chez vous, d'atout, là, les huissiers, on vient chercher vos meubles, vous êtes quasiment. Puis là, regardez ça. Quasiment. Puis là, c'est comme wow, check c'est vrai que la qualité de l'image, en tout cas pour l'époque, là, était très belle. Puis les bleus, genre des faisceaux comme de plasma, il était comme très éclatant. Ça, c'est un très bon souvenir par rapport. Puis j'étais beaucoup trop jeune quand j'ai vu ce film-là. Non, je comprends. Je l'ai vu quand il est sorti. Je devais avoir. On avait parlé d'un épisode à un moment donné des traumatismes d'enfance. Comme 17-8 ans. mais je comprends que le DVD, à cause qu'on l'a vécu, elle a quand même une valeur. Mais encore là, en termes de... Personne va faire « Oh mon Dieu, c'est un DVD qu'on fait jouer. » Oh mon Dieu! Peut-être dans 10 ans. Dans 10-15 ans. Non, c'est ça. Peut-être, là. Mais
ce que les DVD ont puis que les Blu-ray ont pas, c'est des menus funky. Pas d'accord. Ouais. Non, mais des fois, ils mettaient. Puis c'est pas en train de dire que c'est une bonne affaire, là. Des fois, c'était chiant, là. Ouais. Des fois, ils faisaient comme. Pas très vite. Non, c'est ça. Puis là, tu vois, tu veux juste partir, là. Si le film était comme genre une grosse d'animation avec. Genre, pour te faire hyper le film que tu t'apprêtes à voir. Puis je suis comme, pas besoin de me faire hyper, ok? J'ai déjà hâte de voir le film. Ça va, là. Oui, dans ce sens-là, oui. Ouais. Parce qu'avec les Blu-ray, il y en a qui sont funky, mais c'est mieux intégré. Oui. C'est beaucoup plus intuitif. Puis l'animation, elle a lieu même quand tu bouges ton curseur. On dirait qu'il y a des vrais UX designers qui ont travaillé dessus versus les DVD que c'était comme on va leur en mettre plein la vue. Je me souviens du DVD de Madagascar qu'il y avait un jeu dessus. Oui, c'est vrai. Les jeux. Dans Scooby-Doo 2, jouer au jeu de DVD de Scooby-Doo 2. Moi, j'avais pensé, mets ton film moins compressé puis enlève le jeu. Le film était 720p, mais t'as un jeu avec les pingouins de Madagascar. DVD, c'est 480. Si bas que ça? Oui. Mais il y avait eu des DVD HD qui montaient à 720. Ah oui, il y a eu une période du DVD HD. Oui, il y a une période, mais il y a une très brève période genre autour de 2005-2007 où la compétition était entre le DVD HD puis le Blu-ray. Ouch. Puis les premiers Blu-ray qui sont sortis étaient à 720p. Les premiers Blu-ray qui sortaient étaient à 720p, puis les DVD aussi étaient à 720p. Ça au 1080 pas longtemps après, j'assume. C'est ça, autour de 2009, on était déjà rendu là. Parce que 720p, c'était considéré comme de l'HD à l'époque. Dans le temps. Haute définition. C'est ça. Parce que le Blu-ray, c'est Sony qui avait... Ah, j'ai aucune idée. Je pense que Sony sont très impliqués là-dedans. Ouais, mais la PlayStation 3, c'est la seule console. Avec la PlayStation 3, je pense que ça a beaucoup... contribué. C'était le meilleur lecteur Blu-ray, c'était la PlayStation 3 d'ailleurs. Ouais. Il y a des gens qui l'achetaient juste pour ça, parce qu'un bon lecteur Blu-ray était le même prix qu'une PlayStation 3. Ouais. Après, là, quand ils ont sorti la Slim, parce que la FAT était comme 780$. Mais ouais. Puis je pense que ça a pas mal contribué au succès du Blu-ray. C'est sûr. Mais ça, je suis pas sûr. Je connais pas l'histoire. Non, mais c'est intéressant. Mais je me rappelle, c'est vrai, à un moment donné, cette période-là, où le meilleur lecteur Blu-ray, c'est PlayStation. C'est quoi? Ouais, puis c'est cool quand tu mettais ton Blu-ray dans PlayStation puis que tu survolais l'icône du film. Il y avait une animation custom qui partait autour du logo du Blu-ray. Dans le menu de la PlayStation, je veux dire. Puis on s'entend, tant qu'à avoir un lecteur Blu-ray que tu es obligé d'être connecté sur Internet. Là. Ouais, c'est ça. Parce que c'était ça pendant un temps. Là. Il fallait que tu downloads ton menu puis plein de contenu. Ouais, des datas. Fallait que tu juste le télécharges. C'est ça. Je pense que c'est toi qui m'avais dit, Hugo, à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on écoutait un film chez vous, puis c'est un plus vieux film. Puis là, tu mets le Blu-ray, puis là, il y a des annonces de films récents. Parce qu'ils changeaient les pubs. C'est ça. Ça, c'est très dommage, parce que ce qui est le fun avec un Blu-ray, c'est d'avoir une petite capsule temporelle des pubs de cette époque-là. Absolument. Tu mets un vieux DVD comme, je suis désolé, là, un DVD, mettons, de 2002, là, on écoute les annonces avant. Là. Oui, je suis d'accord. Mais là, ce qui est le plus précieux, par contre, c'est de la cassette d'Austin Powers 3 que t'as avec les pubs télé à l'intérieur. Là. Ça, c'est hot. Là. Faudrait que je check si on a encore la cassette chez mes parents. Là. Je suis curieux. Genre, on avait un gros bac parce qu'on faisait souvent des road trips. On avait une petite TV VHS entre les deux bancs en avant. Puis mon frère, on écoutait des films là-dessus. Puis on avait genre beaucoup de cassettes de Simpsons. OK. Austin Power 3, seulement le 3. Oui, seulement le 3. Tu découvres comme genre quoi, il y a d'autres films avant? Il y avait Wild West que mon frère affectionnait particulièrement puis que moi je détestais. Puis que des fois, il l'écoutait 2 fois back à back. Je arrête! Moi, je suis assis à côté de toi dans l'auto, je peux pas m'en aller. Non, c'est le grand frère qui décide dans ces affaires-là, c'est toujours de même. Ouais, puis je pense qu'il faisait exprès. Je savais que j'avais pas ça, fait on l'écoute encore. Mais ça qui est beau avec les enfants, des fois, en tout cas, qui trippent sur un film, c'est un enfant, quand ça trippe sur un film, ça trippe sur un film. Ah ouais, ben oui. Ça l'écoute, puis ça le réécoute. Moi, il y a des films que j'en reviens pas que j'ai écouté autant aussi souvent, que ça. Aujourd'hui, je dis, pourquoi je me souviens trop de ce film-là à ce point-là? Quand Scooby-Doo 2 est sorti, là, hostie, je me rappelle, on passait à Montréal dans ce temps-là, le moment où le DVD est sorti. Puis je pense que ma mère a fait exprès de juste attendre un peu avant de repartir en Gaspésie pour que les magasins ouvrent. Parce qu'ils ouvraient, le DVD sortait cette journée-là, fait qu'on pouvait acheter le DVD. Nice. Puis après ça, je l'ai écouté genre 4 fois sur le chemin du retour vers Gaspésie. Oui, je sais pas si j'ai eu un... Je sais pas si mon père était vraiment irresponsable, finalement. Je vous entends parler, là. Ouais. Oui, ça a jamais été... Ces films-là, ça n'a jamais été un film pour enfants. Je me rappelle avoir écouté... Une fin de semaine, je me rappelle avoir écouté
3 fois Saving Private Ryan dans la même semaine. Wow. C'est bon, là. Ben, ça explique beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. Peut-être, ouais. C'est des parents, écoute, faites pas ça finalement, ça turns bad. Mais quand tu y penses, Austin Powers, là, à un moment donné, c'est pas mieux. C'est pas mieux. À un moment donné, une fois, mon oncle m'a écrit pour me dire Charles, j'ai été un oncle absolument irresponsable envers toi. Parce qu'à ça, lui, il a des enfants, puis il s'est dit, hey, on va écouter Austin Powers, puis là, les bouts très sexuels embarquent, il a arrêté le film en disant comme genre, wow, qu'est-ce que j'ai fait à Charles? C'est pas la pire affaire qu'un oncle a déjà faite. On peut embarquer ces publicités, ça peut être un bon sujet. Ouais, on va retourner, en fait, revenir. On va commencer avec Ouais. On commençait sur une publicité, mais en général, tu veux parler, mettons, l'art de la publicité dans les... En général, j'ai plus souvent été déçu en voyant le film parce que j'ai vu une publicité que j'aimais que surpris. C'est rare que je voyais une pub, que je voyais de la merde, puis je fais « Oh, le film est génial ». Ouais. C'est plus rare. Mais ça arrive-tu si... Je pense en général, un bon film a généralement un trailer soit correct ou bon, mais rarement mauvais. Ben, il y en a qui en disent trop. Oui. OK, oui. Dans la catégorie pub qui en dit trop, oui, c'est vrai. Une pub peut être mauvaise à cause de si ça. on sous-divise, là, tu sais, il en dit trop. Repackage le film de façon mensongère. Ouais. Suicide Squad. Ouais. Oui, il embarque dans des trends qu'on a trop vu souvent, là. Comme j'en reviens pas encore aujourd'hui. Il y a encore la trend de une interprétation dramatique d'une tune pop connue, là. Oui. Ça fait longtemps qu'on... Moi, je me rappelle, j'étais au cégep. Ça fait longtemps qu'on le ridiculise. C'est ça. Puis ils font encore aujourd'hui. C'est plus fort qu'eux autres, là. Ouais. C'est absurde qu'on est encore dans le social network. Ouais, exact. Puis il y a eu la trend des gros reverb, là, gros son de bass. Il y a encore des petites transitions de... Ouais. Mais je pense que ça fait juste parce que ça marche, que c'est moins de gimmick qu'avant, mais je pense que c'est juste un truc. C'est rythmique. Là. Ça rythme, ça met un peu de tension dramatique. Ouais. Mais pourtant, quand un film dévie beaucoup de la norme pour un trailer, on dirait que ça... Tu t'en souviens pas ou ça... Quand un film dévie des normes de quand trailer... un trailer dévie de la norme, ouais. Ah, moi, je trouve que un peu c'est le contraire. Je trouve que... Moi, je vais m'en rappeler plus si un film essaye de quoi de particulier, au lieu de rentrer dans les mêmes codes que tout le monde fait tout le temps, il propose de quoi. Je me rappelle, mettons, c'est pas obligé d'être énorme, mais mettons les trailers de, je sais pas, 1917, où est-ce que c'était, il y avait un gros jeu avec le lettrage, puis tu vois pas beaucoup d'images du film dans les trailers. Mais moi, je trouvais que c'est une campagne vraiment géniale là, pour 1917. Ouais, je suis d'accord avec la prémisse, mais j'ai peut-être juste une mauvaise mémoire. Il y en a pas beaucoup qui me viennent en tête. Mais parce qu'il y en a pas beaucoup qui se font. Ouais, non, en général, c'est pitoyable l'état des bandes annonces là, pour vrai. Puis le pire, c'est qu'à Hollywood, là, pour les gros films, là, les bandes annonces, là, c'est un truc qui est préparé 1 an d'avance. Là. C'est pas un truc on regarde le footage qu'on est capable d'avoir, puis on... C'est des films qui font quasiment juste ça. Hein? Oui, absolument. À 100%. Ouais. Puis il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font aussi. C'était le problème de Suicide Squad d'ailleurs. L'original. Ils ont engagé le studio qui a fait de la pub pour faire le montage du film au complet. C'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. À cause de la réception de la pub. Ouais. Puis ils se sont rendus compte que le film, ça représentait pas le film partout. Non. Là, ils ont essayé de copier le style du trailer dans le film. Ça marche pas parce que le film a pas été pensé comme ça. La meilleure partie de la pub, c'est parce qu'il y avait Bohemian Rhapsody dedans. C'est ça. Ouais. Exact. Chris Bohemian Rhapsody dans n'importe quoi, évidemment que ça va être bon parce que la tune est bonne. Tout le monde aime ça. Là. Ça a été super bien rythmé. T'avais un hélicoptère avec des Gatling guns qui tiraient, puis c'était tout. C'est vraiment cool. On dirait que le film essayait beaucoup de copier, justement, Guardians of the Galaxy. Ah, ben ouais, c'est vrai. C'est un film d'OST. Pas d'OST, mais de soundtrack. Ouais. C'est ça. Puis t'as juste ceux qui sont cheap, bland, qui Ouf, ça oui. Mais fut un temps aussi que avant, il y avait des publicités de films, mais qui étaient carrément créées de toutes pièces. Sans image du film nécessairement dedans. Oui. Ah oui. Souvent, c'est comme c'était Psycho d'Hitchcock.
Ouais, ben Chuck faisait ça pas juste pour Psycho, il faisait ça pour bien des films que c'était lui dans le décor du film. Présente le film. Puis qui teasait des éléments. Ouais. Puis qui se retrouvait pas dans le film souvent. C'est ça. Comme dans Psycho, il se promenait dans le motel. Ceci est une des scènes du film dans laquelle il va se passer quelque chose de terrible. C'est un peu de la misdirection. Totalement. Puis à la fin du trailer, il est rendu dans la maison des Bates. Bates? Ouais, Bates. Non, je pense qu'il va dans la maison. Ah Ouais, oui, il va dans la maison, mais je pense qu'il chambre. retourne dans la chambre d'Audrey Non, après. le trailer fini, il est dans la chambre de la mère. OK. Puis il dit cette pièce-là est particulièrement importante à l'histoire. Puis il y a quelque chose qui va se passer même ici même. Là, il ouvre un garde-robe, puis il y a un gars. Ouh. Ça finit de même, mais il y a pas, le garde-robe va rien. Non, mais faire. la fin du trailer, je pense à un moment donné, il va dans une douche, puis là, il ouvre un petit rideau de douche, puis il y avait un mislead parce que c'était pas Janet Leigh qui était dans la douche. C'est celle qui joue sa sœur, qui reste vivante dans le film, qui meurt la pas. protagoniste. C'est ça, mais pour le trailer, ils ont mis elle dans la douche. C'est bon. Puis, c'est ça, alors qu'on sait que c'est pas du tout elle, c'est Janet Leigh qui se fait tuer dans la douche. Mais non, Chuck était bon pour présenter. Est-ce qu'on dirait que c'est mensonger maintenant ou... Ben oui, mais je pense que c'est avec des bonnes intentions. Mais avec la patte de Hitchcock, tu t'attends à ça. Oui. Ouais, parce que le fait que son but, c'était de te surprendre. Oui, le produit final est tellement bon que tu le pardonnes. Ouais. Si c'était de la merde, ben là, tu m'as menti. Mais là, t'as peut-être pas donné ce qu'il t'a promis, mais il t'a donné quelque chose d'autre de vraiment génial. On a-tu d'autres des bons, je dirais, bait and switch? Tu sais, comme tu dangles quelque chose, tu présentes quelque chose, mais après ça, c'en est un. Je suis pas sûr de suivre. Ben, tu sais, souvent, ce qu'ils vont faire, admettons, chez Spider-Man, No Way Home. Il y avait digitalement enlevé les Spider-Man de Andrew Garfield puis Tobey Maguire d'une des shots qui est dans le trailer de la confrontation finale. Puis tu voyais, je me rappelle pas c'est lequel, un des villains. Lizard, je pense. Ouais, le lézard, il se faisait kicker par du vent. Par du rien. Il sautait dans les airs comme une super-hero shot au ralenti, là, puis il se faisait juste kicker par rien. Fait que, ils l'ont enlevé, mais ils l'ont pas caché tant que ça. Non, c'est ça. Ils voulaient le teaser un peu quand même. Ben, c'est ça. Ils ont été très minutieux avec ce qui sortait là-dessus. Ouais, c'est ça, mais là, t'as ça. Fait que tout le monde. Parce que moi, je maintiens que. Je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont comme un peu. Ah non, ça a bien été caché. Moi, je trouve que ça n'a jamais été bien caché. Tout le monde le savait depuis longtemps. Ben oui, c'est Puis là, quand tu vois ça, c'est comme une confirmation. Ouais. Est-ce que c'était un tease, un wink? Est-ce qu'ils savaient que les gens allaient aller le voir juste en se disant comme « Ah, je suis sûr que ça va arriver. Ouais. J'ai hâte. » Parce que oui. Oh oui, totalement. Mais le film était un gros succès. La surprise est quand même là. Ben, quand ça arrive, c'est quand même... T'es hypé, là. Ah, c'est cool. Ça, c'est peut-être aussi une autre bonne misdirection, là. Peut-être qu'ils ont fait exprès même pour qu'il y en ait un petit peu qui sortent, là. Puis là, on sait bien que Tom Holland il est très mauvais pour garder sa bouche fermée sur le secret de même. Il y a un petit... Fait que le screenshot de Emma Stone qui parlait avec Andrew Garfield, elle dit « C'est-tu vrai que t'es dans le prochain Spider-Man? » Puis il a répondu « Je sais pas du tout de quoi tu parles. » Ouais. Spider quoi? Je sais pas. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu parce qu'on s'entend, tu sais, tout le marketing, tout ça, toutes les rondes d'entrevues, ça fait partie de ça maintenant. Absolument. C'est comme une extension, tu sais, du trailer. Il y avait beaucoup de misdirection, mais sans être mensonger non plus. C'était juste le fun. Oh oui. Ça fait beaucoup parler du film en bien. C'était beaucoup de positivité autour du film avant que ça c'est un bon film aussi. Ouais. Mais non, c'est maintenant la plus grosse forme de publicité de film, c'est d'aller dans des talk shows. Ouais. Pareil qu'à TV sur YouTube, là, les Hot Ones de ce monde, puis ça fait. Ouais. C'est ça qui pop dans le feed des gens. Les gens sont sur les médias sociaux. Fait que t'as telle entrevue qui va popper. Des faux scandales, sinon. Genre des choses qui sont arrivées pour de vrai, mais que le studio vont vraiment miser là-dessus. Genre Chris Pine, puis pour Don't Worry Darling, là, dans la promotion de tout ça, il y avait eu un scandale là, que son co-acteur, c'est quoi son nom, là, le gars le chanteur, là, Harry Styles, qui avait supposément craché au pied de Chris Pine pendant une cérémonie, genre avec ils ont vraiment misé là-dessus. Ouh, il y a de la bisbille. Ouais, c'est ça. Non, mais les scandales, c'est parce que ce qui fait le plus de engagement sur les réseaux sociaux, c'est toujours la controverse et la colère. Fait que dès que tu mets un peu de ça, comme paf, évidemment, ça. Ils ont besoin de ça pour vendre leur salade. C'est ça. Ce qui est très dommage parce que tu promouvois avec la négativité, ce qui fait que
si tu viens entacher ton film, oui, mais ça donne de la visibilité. Ouais, mais après ça, comme tout le monde haït ça. Pour refocuser un peu ces trailers. Ouais, vas-y. Les trailers de trailers. Les teasers de trailers qui vont dire que le trailer s'en vient telle date. Ouais, c'est ça, qui est un phénomène qu'on a vu depuis un peu justement l'explosion là, du contenu très court format. Sur Instagram, TikTok, tout ça. Trailer coming tomorrow. Exact, c'est ça. Mais là, quand t'as 30 secondes, ben là, on te fait un teaser de trailer. Ouais. Mais les pires, c'est aussi, il y avait des posters, des fois, qui annonçaient l'arrivée du poster, puis le poster final n'était pas si différent que ça. Moi, j'adore les teaser posters. Ah ouais? Ouais, il y en a moins dans ce temps-là, parce qu'à cause d'Internet, ils sont tous publiés d'une shot. Mais... souvent, ça va être comme en subtilité, tu sais, je suis un environnement puis un objet. Même pas le titre, tu sais. Ouais, c'est ça, comme juste une épée. Genre, mettons, Toy Story 3, je pense, il y avait un poster que c'était le chapeau de Woody. Exact. Puis il y avait un 3. Tu sais. Wow! Ouais, ça, j'aime ça. Tu sais, c'est quoi? Ils ont pas besoin de faire en subtilité tant que non, ça. C'est ça. C'est le fun. Ouais. Moi, j'adore ce genre de poster. Là. Je me souviens quand j'étais petit, puis j'allais au cinéma, c'était comme l'événement de regarder les posters, puis essayer de deviner c'est quoi qui s'en venait, genre, puis c'est le fun. Il y avait celui d'Inglorious Bastards, qui est vraiment cool aussi. Là. C'était comme juste le bat avec un casque de soldat allemand, puis c'était juste comme un prochain film de Quentin Tarantino. Ouais. C'est cool. C'est quand même honnête. Je me souviens, le trailer que j'ai dû le plus écouter. Quand j'étais jeune, j'étais... de façon malsaine, fan des Simpsons. Genre, j'adorais ça. Encore à ce jour? Non, plus maintenant. Okay. Je sais pas pourquoi je l'ai décroché. Peut-être parce que c'est rendu de la merde. Mais bref. Bon, on grandit à un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais même là, je pense que ce que j'aimais dans le temps, je pense que je l'aimais encore aujourd'hui. C'est ce qui fallait que je googlais souvent film des Simpsons pour savoir si ça allait arriver un jour. Puis à un moment donné, ça a donné quelque chose. J'ai eu raison. Tu devais capoter. Puis le premier trailer qui ont sorti, le premier teaser qui ont sorti de ça, c'était en CGI, un lapin dans un champ qui danse avec des fleurs puis qui a du plaisir. Puis à la fin, t'as le logo du Simpson Movie qui tombe dessus puis qui l'assomme. Puis là, t'as Mo qui sort du haut des Simpsons puis qui dit le Simpson Movie in 2D. Tu manges un lapin en CGI. Puis quand j'ai vu ça, parce qu'au début, tu le sais pas là, que c'est le trailer de Simpson, mais moi j'ai cliqué sur le thumbnail, il y a écrit Simpson Movie trailer. Puis là, je me suis c'est encore un bait parce que ça fait des années que je Google ça puis que c'est des faux trailers. Là, j'ai comme oh! Je me suis dit, c'est vrai? J'allais chercher ma mère, je dis regarde, ma mère comme ben oui. C'est le trailer des Simpsons. Elle comprenait pas. Non, elle ne peut pas comprendre. Non, j'avais capoté, j'étais tellement heureux. Quand je l'ai réécouté en boucle sans arrêt, j'allais voir tous les objets promotionnels qui sortaient du film au fer besoin qui sortaient, j'avais tellement hâte. Mais ça, je disais que je trouvais ça le fun, l'idée de comme tu crées. Tu fais pas juste un montage de quelque chose, tu crées une scène pour le trailer. Ça, je trouve ça nice quand ils réussissent à faire ça. Mais il y en a une couple dans l'histoire de ceux-là. Un des plus célèbres, je pense, c'est dans Alien, le premier film de 79. Il avait mis plein de footage de... Il y a une couple de footage du film, il y a beaucoup d'un gros moment avec les lettres qui apparaissent, puis t'as l'œuf qui apparaît mystérieusement, puis que... les lettres qui apparaissent comme une stroke à la fois. Genre. Ça, c'est le title aussi du film quand ça commence. Mais il avait tourné des affaires juste pour le trailer. Dans le teaser trailer de Terminator 2, c'est juste le Terminator qui se fait construire. C'est vrai. Ça, c'est hot. Ça, c'est très cool. C'est pas dans le film? Non, pas dans le film. Génial. Cool. Avec la musique. C'est tellement iconique, tu sais c'est quoi. Ben oui. Fait que ça build du hype. Mais c'est... Iron Man 3 avait fait ça aussi. Ok. Ah ouais? C'est un suit? C'est un suit qui s'assemblait tout seul. Ouais. Mais c'est original, c'est créatif. C'est ce qui, contrairement à le truc pré-manché qu'on voit souvent après. Là. Mais c'est vraiment un teaser parce que le trailer, les producteurs vont vouloir que tu montes ton film. Faut que tu montes ta salade un peu. Puis... Je viens d'avoir un flash de quelque chose qui serait vraiment cool. Mais ça s'est jamais fait, je pense. Hollywood, écoutez. Ouais, non, c'est ça, j'ai une super bonne idée. T'as genre Hollywood qui, tout le long du podcast, il écoute notre podcast, évidemment. C'est ça. On testait en chasse des cigares, puis enfin, un autre excellent. dit Hollywood, écoutez, quoi.
Oh boy! Sorte des notepads. Non, Il appelle sa secrétaire, je veux pas avoir d'appel d'ici les 10 prochaines minutes, ok? je pense qu'on l'a déjà parlé brièvement. Parce que moi, je trouve que c'était vraiment bon en termes de marketing. Mais là, on tombe dans le jeu vidéo. Okay. Mais je pense que ça serait cool d'essayer de faire ça, mais en film. OK? Le teaser de Silent Hills, qui est jamais sorti. Le jeu a été cancellé. Mais le teaser, c'était présenté comme un jeu à part entière. Indie. C'était un teaser. C'était présenté comme un jeu indépendant, à part entière. Puis à la fin, si tu réussissais à finir le jeu, il y avait un trailer du jeu. Puis t'avais Norman Reedus, qui était supposé faire le personnage principal, qui marchait dans une rue. Puis là, il se revirait de bord. Et tu vois un gros plan sur son visage. Tu voyais que c'était lui. Puis après ça, tu voyais juste comme une ville. Puis là, ça écrivait tranquillement Silent Hills. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un bon jeu de Silent Hill. Fait que c'était le hype absolu. C'est l'objet promotionnel. Puis après ça, directed by Hideo Kojima. Ouais, là, les gens. T'es comme, wow. Puis Guillermo del Toro. Oui, c'est ça. Guillermo del Toro puis Hideo Kojima participaient là-dessus. Ouais, non, ça a été la folie furieuse. Absolument hallucinant, génial. Puis en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé le jeu PT, comme un petit jeu indépendant. Ils l'ont annoncé au Game Awards, je pense. Puis ils disaient, il est disponible en download maintenant. Gratuit. Gratuitement. Allez jouer à ça. Allez jouer sur votre PlayStation 4. Comme si c'était de rien. C'est même pas Kojima, c'est avec un bâtard qui présentait ça. Hey, on a un petit jeu indie à vous présenter. J'ai des thrills qui viennent avec ça. Les gens étaient excités. C'est vraiment l'intrigue était vraiment cool. Là. C'est des affaires du genre, il y avait des puzzles dans le jeu qu'il y avait pas de solution dans le jeu. C'était à l'extérieur. Fallait que tu... C'était comme tout un ARG. C'était vraiment sur cool. Internet des réponses à ça. Wow, Ouais, c'était vraiment cool. En tout cas, ça pour dire, ça serait cool d'avoir comme un short film qui est comme releasé. Sur YouTube, là. Ouais, c'est ça. Puis qu'à la fin, t'es comme, wow, ok, ça fit dans l'univers de telle affaire. Là. On a pris comme une slice de quelque chose d'autre, d'une petite histoire, puis tu sais. Ça serait très cool. Le secret resterait pas secret longtemps parce que t'as pas travaillé pour. Mais non, puis les gens, ils vont spreader ça. Exact, c'est ça. Mais je pense que ça serait intéressant. Ben, ça peut être une bonne idée pour une bande-annonce, je pense. Ouais, la bande-annonce commence. Mettons, c'est quand même une bonne bande-annonce. Un bon, comme genre 2-3 minutes. Mais structuré comme un récit, là. Absolument. Pas des quick cuts. Là, Exactement. Puis là, ça. Il y a quoi de cool qui se passe, puis à la fin, peu importe la marque que tu veux miser à la fin, c'est ça qui arrive, puis là, ça te révèle ce truc-là. Il faudrait que le studio ait la retenue de pas appeler ça le nom du film trailer. C'est ça. Mais tu sais, dans un contexte d'une bande-annonce, admettons au cinéma, les gens voient pas le nom du fichier. Tu le releases pas en ligne tout de suite. Tu mets juste au cinéma pour l'instant, puis là, il va y avoir du bouche à oreille. Mais fut un temps où est-ce que t'avais des moments où est-ce que pour voir la bande-annonce de ce film-là, quelques temps avant qu'il sorte en ligne, il disait que genre, OK, la bande-annonce de ce film-là joue à ce film-là. Tu vois, il y a un bon exemple de ce qui pourrait être fait. Ça fait des années qu'il parle qu'il y a un Sherlock Holmes qui s'en vient, avec Robert Downey Jr., un nouveau. Puis ça serait cool de voir un court-métrage, que c'est une scène de crime victorienne. Puis là, genre, le policier, les enquêteurs, ils ont de la misère à trouver. Puis là, c'est qui va pouvoir régler ça? Là, t'entends juste... c'est juste le crime. Puis après ça, il y a comme un ellipse. Puis là, tu vois juste c'est Sherlock Holmes qui arrive sur la scène d'écran. Quelque chose comme ça, il y a de quoi à faire. Encore là, tu crées du contenu qui est pas dans le film. Fait que c'est juste une plus-value. Tu fais pas comme toutes les comédies de l'heure qu'ils gâchent toutes les meilleures jokes en les mettant dans le trailer. Puis le pire, c'est que ça aide pas ton film une fois qu'il est présenté en salle. Non, parce qu'elle l'aide pas après, tout le monde l'a entendu. Je me rappelle, c'est un exemple niaiseux, mais il y a plein de meilleurs exemples, à part celui-là que je m'apprête à donner. Dumb and Dumber 2. Je me rappelle, tu sais, il y avait les trailers qui jouaient au cinéma, puis il y a quelques bonnes jokes dans le film quand même. C'est pas personnellement un bon film, mais puis les bonnes jokes qu'il y avait dans le trailer, ça riait dans la salle assez solide. Puis il me disait, j'avais du temps à perdre, fait que j'ai été voir ce film-là, puis toutes les jokes qu'il y avait dans le trailer, personne ne les a ri. Parce que la pub avait tellement joué, puis la joke était mieux jouée dans le trailer que dans le film, parce qu'à cause du montage plus tête que la bande-annonce demande, dans le film, c'était un peu plus étiré, fait que les punchs marchaient moins bien dans le film que dans le trailer, fait que c'était juste froid, là.
c'est difficile, moi, quand tu une comédie à cause de ça. Ben oui, parce que tu veux dire, hey, venez voir notre film, il est vraiment drôle. Ouais. Fait que t'es quasiment mieux de faire d'autres jokes juste pour le trailer. Ouais. Deadpool 2 l'avait fait. Ouais, c'est ça. Des fois, il y en a qui le font, ils vont changer la punchline. Ouais, mais Deadpool, la manière que c'est filmé, par contre, c'est Ryan Reynolds qui shoot de l'improvisation. J'attends qu'il trouve le quoi qu'il aime pour le montage final. Là, il tourne tout. Je pense que Seth MacFarlane travaille de la même manière. Là. On est là, on est sur place, improvise, dit des jokes, on va garder la meilleure pour le montage. Ou ben, on a écrit plusieurs, fait on les fait toutes, puis on verra qu'elles souvent, il y en a au moins. Si t'en fais 50, il y en a peut-être 2 qui sont bonnes. Genre Ted, là, tu regardes des editing de Ted, puis c'est pas vraiment. C'est toutes des scènes qui sont déjà là, mais Ted dit une affaire différente. Ouais, exact. Tabarouette, fâche-toi pas. Là. Il est très hype pour Ted. Qu'est-ce que je m'en allais dire? J'avais quelque chose à dire. Oui, pour changer de. Faire une comparaison avec un autre médium. En humour, je sais que Martin Matt, quand il faisait la promotion de Condamné à l'excellence, la pub qu'il jouait à la télé pour le show, c'était tous des moments qui faisaient des faces ou des bruits. C'était pas des blagues. C'est bon, ça. Il est un imbécile. Ouais. Comme ça, il brûlait pas ses jokes. Les gens les entendaient pour la première fois en allant voir le show. Ok. C'est une bonne idée, je trouve. Non, c'est ça. Pourquoi on n'a pas plus de bonnes idées en publicité? Ouais, le cinéma aurait besoin de ça. Ouais, en effet. Hollywood, qui nous écoute en ce moment. Monsieur Hollywood lui-même. Mettons, avez-vous une publicité en particulier, une bande-annonce qui vous a marqué? Ben, je l'ai dit tantôt, les Simpsons. Les films des Simpsons. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ben j'en ai pas qui me vient en tête en ce moment. Okay. T'as jamais vu, t'es au cinéma, il y a une bande-annonce dans un film, tu fais comme genre, wow! Une bande-annonce qui a marché particulièrement. Le trailer de Force Awakens était cool. Le premier. Je m'en rappelle même pas. C'est... Ouais, on l'avait étudié au cégep, là. C'est que dans notre cours de mise en marché. Ah, t'étais pas là, t'as pas fait ce cours-là, c'est vrai. Oui, mais la mise en marché du premier, la bande-annonce, c'était quand même très fort, là, parce qu'il fallait qu'ils prouvent à leur public que... Parce que tout le monde était très sceptique, là. Ah, mon Dieu, du nouveau Star Wars. Tout le monde avait comme une grande fatigue de la deuxième trilogie, les prequels, puis là, il fallait prouver que non, ça peut marcher. Puis quand la première bande-annonce est partie, puis là... Oh mon Dieu, des Stormtroopers pas en CGI. C'était super bien filmé, t'avais une bonne énergie, tu découvrais des personnages, mais c'est mystérieux en même temps. C'était super bien fait sur celle-là. Autant qu'on peut en dire sur cette trilogie-là qui, au final, je trouve a moins de valeur que la trilogie prequel en bout de ligne. Je peux dire une publicité qui m'a vraiment accroché. Oui. OK? Le Muppet Movie. OK, ouais. Okay. Je trouve ça très très fort parce que dans le Muppet Movie avec Amy Adams puis Jason Segel, ça part d'une sorte de gold comédie romantique vraiment cheap à l'eau de rose, là, mais ça joue là-dessus, fait que c'est très drôle quand t'écoutes le film. Puis après ça, t'as les Muppets qui arrivent là-dedans, mais quand t'écoutes la bande-annonce du film, ils mettaient juste des bouts qui racontent l'histoire de la comédie romantique. Exact. C'est comme genre, oh mon Dieu, on part en lune de miel. Ah ouais, puis là, il y a un moment triste de comme, hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Puis Amy Adams qui part à brailler parce que genre, oh mon Dieu, c'est notre anniversaire ce soir, puis j'ai oublié. Puis là, c'est conçu pour que tu fasses comme, ah mon Dieu, mais c'est horrible ce film-là. Puis là, soudainement, il fait avec Jason Segel, avec Amy Adams, avec Kermit the Frog et puis Miss Piggy. Et là, c'est un film de Muppets, ça, ici. Les Muppets, ils ont un historique de faire ce genre de choses-là. Mais on revient sur Deadpool. Le premier film de Deadpool avait fait ça aussi, parce qu'il sortait à Saint-Valentin. C'est le deuxième. C'est le deuxième qui avait fait ça? Ouais. OK. Deadpool 2, c'est The Love Story. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme fait que c'était... Ouais. Il y a ça aussi. Il y a un gros branding de genre des posters que c'est juste Ryan Reynolds puis sa blonde sur le bord d'un foyer. Non, t'as raison, c'est le premier parce que le deuxième c'était Noël. C'est un film de Noël. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout rapport avec Noël. Ouais, parce que dans le 2, il n'y a pas de romantic interest. Non, elle meurt au début. C'est ça, exact. Mais t'as raison, c'est une bonne preuve de... Ils ont fait un truc pour... OK, on va célébrer une fête au travers un film d'action. On va faire volontairement du faux marketing. C'est drôle, la joke, c'était comme trick ta blonde, allez voir ça. À Saint-Valentin. C'est un film d'amour. On dit ce trailer-là parce qu'on le présente comme une comédie romantique. Ryan Reynolds a déjà fait des comédies romantiques. Exact, c'est ça. Puis là, c'est un film d'action un peu trop violent. Puis il est laid tout le long. Il est pas intéressant à regarder. Il est Ryan Reynolds, là.
pas le film. Là. Ouais. À un moment donné, un qui est pas pire dans le teaser trailer de Austin Powers 2. Ah, ok, Austin pas Powers. le 3, le 2. Le 2, parce qu'il y a un 2. Il y a eu un 2 avant le 3. Puis c'est la même... Ils n'ont pas fait un 3? Ça, tu penses à l'autre. Ah, ouais, l'autre franchise qui a fait ça. Ouais. Puis, exact. ils l'ont sorti, faire contexte, sorti en 99. Puis là, t'as comme du texte à propos de, il y a plusieurs années, des super vilains émergés, tout le kit. Puis là, t'es sur une lune, puis puis décor des trucs, tout est fait pour te faire croire que c'était Star Wars. Puis là, t'as une chaise, puis là, on croit que c'est l'empereur qui est là. Puis là, se retourne, mais non, c'est le Docteur Terreur qui est là. Ouais. Puis le fait comme ça. Si vous avez un film à voir cette année, allez voir Star Wars. Mais si vous en avez un deuxième que vous voulez voir, allez voir Austin Powers 2. Ouais. C'est ça, ouais. On est conscient, là. On n'est pas Star Wars. Ouais, c'est ça. On le sait qu'on sera pas le film de l'année. C'est correct, là. Ça va. On accepte nos pertes. On accepte nos pertes. Mais non, moi, j'essaye activement d'éviter les... Toi aussi? Oui, maintenant, j'essaie activement d'éviter les trailers. À cause de ce que tu parlais tantôt, Charles, des bandes annonces qui en disent trop. Puis je crois fermement aujourd'hui que... Parce que, comment je peux dire ça? Il y a deux façons, d'après moi, d'apprécier un film. C'est des fois la proposition tout simple du film. Genre, l'idée de base du film, des fois, est juste assez bonne pour que le film soit bon ou qu'il l'exécute après. Mais l'affaire, c'est que si t'en sais trop sur le film, là, la notion dans ta tête de comment le film est apprécié va être différente. Là, ça devient plus « Ah, OK, est-ce que le film va être bon? » C'est « OK, voici l'idée qu'on te demande, à quel point ils vont le réussir. » Puis ça peut devenir très néfaste pour l'appréciation d'un film. Tu crées des attentes. Tu te crées des attentes. Là, tu sais déjà que, OK, ils vont faire telle affaire. Ah, c'est cool, ils ont eu cette idée-là de faire ça. Puis là, après ça, quand t'es pogné pour écouter le film lui-même, c'est, ah, OK, là, t'as un différent set d'attentes qui s'en vient. Mais, d'ailleurs, moi, c'est un peu irréaliste, des fois, de demander à certains films d'avoir une petite batch de bonnes idées sur la conception du film, puis après ça, d'en avoir une hostie d'autres batch bonnes pour le film lui-même après. C'est trop demandé pour un film souvent, puis je me dis, garde, si c'est un film que j'ai hâte de voir, puis que pour moi, il est déjà vendu, la bande-annonce, ça va juste gâcher l'expérience de mon film. Absolument. Elle va nuire là-dessus. Fait aujourd'hui, je ferme les yeux. C'est simplement où quand il y a un film que je sais que j'ai déjà envie de le voir ou que je me dis, c'est peut-être le bon moment pour aller pisser quand que je vais la bande-annonce de ce film-là. Au contraire, il y a des films que j'ai pas envie de voir puis que je suis quasiment reconnaissant qu'il m'a raconté toute l'histoire pendant que je suis assis dans la salle. J'ai eu le droit à un petit court-métrage avant mon film. Ouais, c'est ça. Merci de m'avoir averti que ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Je confirme que je ne vais pas aller le voir. Maintenant que je connais la fin. Ah, c'est ça. Non, mais des fois, c'est... T'écoutes le film, genre... T'écoutes le film, oui, littéralement, t'écoutes la balance, puis t'écoutes le film, t'écoutes ça, puis OK, merci de... T'as tout dit. Il y a un film récemment qui est sorti avec Owen Wilson, puis une chanteuse, je me souviens plus c'est qui. Genre, c'est un gars qui est dans... Non. Oh my god. Non, mais genre une histoire d'amour d'une chanteuse pop qui pointe quelqu'un dans la foule, genre, puis ils apprennent à se connaître, puis blablabla, puis ils tombent en amour, là, puis le trailer dit tout. C'est OK, cool, ben merci. Il y a ça qui arrive, là, ils ont une connexion rapidement, puis là, à un moment donné... Je me souviens pas de la structure, mais... Là, à un moment donné, ils ont un petit conflit, puis là, lui, il fait un grand geste pour la reconquérir. Ouais, sûrement quoi. Ah ouais. Cool. Mais ça, tu vois, c'est ce qui arrive quand que l'équipe marketing puis l'équipe qui ont fait le film, ils s'entendent pas pantoute. L'équipe marketing, eux, ils regardent en charts, eux, ils ont tout niveau... quand ils sont mauvais, je veux dire. Quand ils sont mauvais, eux, ils fonctionnent seulement selon des chiffres. Ouais. Puis, OK, ça attire tant de visibilité. Ça, on va faire, OK, il faut qu'on mise sur telle ligne de communication, il faut qu'on mise sur telle image, il faut qu'on mise sur telle chose. Puis là, ça devient juste quasiment mécanique, faire un truc de même. Puis c'est là que tu te ramasses à avoir un film qui en dit trop, tu sais. Est-ce que on a l'impression que ces studios-là qui font le marketing, les trailers, tout ça, est-ce qu'on a l'impression que des fois, il y en a qui ont des idées créatives qui présentent
au studio du film, puis que c'est le studio de film qui arrive avec sa checklist, puis qui dit non. C'est sûr. Toute la créativité. C'est sûr. C'est sûr. C'est quelque chose qui arrive dans le film qu'on va parler plus tard. Non, ça m'a fait penser à pas mal d'affaires un peu sur la publicité, puis comme quoi c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a comme une perte, c'est comme devenu de plus en plus mathématique. Ouais. Ah oui, c'est ça. Puis c'est clair que ce que tu dis, comme tu le vois dans le film, on va revenir au film, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse des liens d'être là, que il y a des gens qui tranquillement on va aller vers le film. On sait que vous avez hâte là. C'est un teaser. Voici une compilation des meilleurs moments de cette conversation là. Dans le prochain épisode. Plus tard dans l'émission de la semaine. Wow. Ils ont tout dû. Ben, comme il dit dans le film, lui, c'est des gens qui ont été inspirés par des pubs des années quand que eux ils étaient enfants, puis qu'il y a certains trailers, mais quand on parlait, mettons, Terminator ou Alien ou whatever, tu sais, il y a des trailers hyper originaux qui ont bien des bonnes idées. C'est ça, les années 80, c'est comme, non, on prend pas de risque là-dessus. Là. Non, c'est ça, où ils prennent les gens pour des idiots, souvent aussi, c'est... mais tu sais, les gens qui sont dans les agences de publicité, il y en a des très bonnes agences, puis qui vont arriver avec des idées créatives, tout le kit, là, les affaires qu'on souhaite avoir, puis qu'eux arrivent comme non, c'est parce que l'originalité implique un risque, la créativité implique un risque, puis quand tu prends des décisions de comité, où est-ce que tout est évalué selon que tout le monde a envie de whatever, là, puis optimiser. c'est ça, c'est ça, où tu te fies sur des précédents pour évaluer si une idée est bonne, ben si tu fies sur des précédents, mais les précédents c'est de la merde, mais évidemment ta décision va être de la merde. Ça fait penser un peu à la conversation qu'on avait dans un épisode précédent sur c'était quoi de l'art, puis que je disais que quand tu as des décisions qui sont prises pour autre chose que parce que ça optimise les profits, ça devient de l'art, tu sais. Mais là en publicité, quand que chaque microseconde de ta publicité est conçue pour obtenir un profit quelconque, on peut dire que l'art est très mal influencé pour des mauvaises raisons, et pas très pur à ce moment-là, c'est très... mais quoi qu'il y a une façon de le faire aussi, je pense que tu peux avoir quelque chose que juste par son mérite artistique se démarque, puis devient une très bonne publicité en soi, c'est sûr c'est possible, tu peux avoir les deux ensemble, c'est pas mutuellement exclusif. C'est ça, mettons, par exemple, si vous voyez la publicité de Doctor Strangelove, c'est une œuvre d'art en soi, cette publicité-là. Je l'ai pas vu. Ah, elle est excellente. Puis là, c'est une publicité qui utilise les images du film, mais la façon qu'il tease, il y a un montage spectaculaire dans cette bande-annonce-là. Puis c'est genre comment... Allez voir ça. Est-ce qu'on pense que c'est le genre de bande-annonce que Stanley Kubrick avait son mot à dire? Oui, c'est clair que oui, mais le gars qui l'a fait, j'ai oublié son nom, mais c'était une légende publicitaire en lui-même. C'est tout ce que je veux dire. Mais il y avait un style très éclectique, très chaos. Ce gars-là, que j'ai oublié le nom. Parce que c'est sûr que quand tu fais des tests screening, je me rappelle plus c'est quoi le nom, le vrai nom. En tout cas, quand tu fais des petits focus group. C'est deux choses différentes. Ok, mais tu sais, mettons, t'invites plein de gens de plein de backgrounds différents. Puis là, t'as ma tante Thérèse. Qu'est-ce que tu as à dire contre ma tante Thérèse? Non, mais ben correct. On l'aime, ma tante Thérèse? Ces biscuits sont délicieux. Puis là, c'est un film qui s'adresse à des jeunes de 25 à 30 ans. Puis là, elle a son mot à dire aussi. Je sais qu'il le considère, c'était peut-être pas le public cible, mais des fois, j'ai l'impression que ils prennent quand même cet input-là pour aller chercher le plus large possible. Ils peuvent, mais ça dépend. Je sais que j'ai passé tout le dernier épisode à dire que je lis pas tant que ça, mais je vais lire un livre. T'as quand même une référence à un livre. Je pense que tu lis plus que ce que tu penses. C'est ta fausse humilité. C'est ça. parce que un grand lecteur qui accepte-le. Parce que je viens de lire un livre sur les test screenings. Sur un livre qui est sorti cette année j'ai oublié le nom du gars, de David Goertz, je pense que c'est le nom du gars, qui est la sommité à Hollywood de focus group puis de test screening. Puis ce gars-là, c'est la sommité des test screening à Hollywood. Puis lui, il dit lui-même, puis il passe vraiment le livre au complet à juste expliquer c'est quoi son métier, puis qu'est-ce qu'il fait. Puis il y a beaucoup d'histoires sur
Alors, la manière qu'il choisit le monde qui vont à ça. Puis... Oui, absolument. Okay, cool. Et lui, il dit que sa job, c'est jamais impliqué sur qu'est-ce qui ferait en sorte que ça attire plus vers le public ou ce public-là ou tel type de public. Okay. C'est vraiment où il s'implique pas tant que ça dans la mise en marché. Lui, c'est de faire en sorte de faire réaliser au studio c'est quoi la valeur du film. Okay. Puis ils savent, si leur niche, c'est les femmes de 45 ans et plus, par exemple, ils vont quand même, évidemment, avoir quelques personnes de d'autres démographies dans la salle. C'est sûr. Mais ils sont pas caves. Ils veulent savoir si le film marche dans leur démographie. Mais la raison pourquoi ils vont des fois essayer de mettre d'autres types de personnes dans la salle, c'est pour savoir si, à leur surprise, si le film peut marcher en dehors. Ouais. Par exemple, il y avait nommé un exemple dans le livre. Je pense que c'était 4 filles et un jean, je pense, un film dans ce style-là. Puis, tu sais, un film pour les filles ados. C'est peut-être pas 4 filles et un jean, mais un film vraiment dans ce type-là. Puis la salle... parce que des fois, ça peut être difficile de recruter des gens pour ça. Puis la réalisatrice a capoté quand elle a vu la salle parce qu'il y avait plusieurs gars, des plus jeunes, des plus vieux. Puis ils disaient, voyons donc, ça va gâcher parce que eux, ils capotent parce que plus que le film score haut dans le test, parce qu'il y a des formulaires à remplir. Puis l'important, c'est que toi, t'as plus que 80, soit quand c'est bon ou très bon. Okay. Puis ça dit, les hommes vont détester le film. Puis non, au contraire, le film a scoré très haut, même chez les gars. Fait que des fois, c'est correct de mettre d'autres types de démographie. Puis ils ont une conscience de tout ça aussi. C'est ça. Non, mais je suis conscient que le test screening, c'est un processus qui est impartial, qui est objectif, qui est quasiment plus scientifique. On s'entend. Le problème, c'est pas eux autres, c'est le studio, j'ai l'impression, qui des fois peut-être réagit trop par rapport à ça. Parce que ça reste. Ils savent pas comment l'interpréter. Exact, c'est ça. Ils savent pas comment gérer leur data qu'ils ramassent parce qu'on s'entend, ça reste des très petits nombres versus le potentiel. N'importe quelle statistique sur une très petite tranche veut quasiment rien dire. Oui, en effet. Puis il dit même dans le livre que ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver qu'un film score très bas dans les tests, puis qu'après ça, il se ramasse très très haut dans le public après. Je pense que mentionné Cocktail avec Tom Cruise qui avait pas très bien scoré en général quand il faisait les tests. Fait qu'il a donné une plus petite sortie à cause de ça. Ouais. Mais finalement, les gens l'avaient aimé. Fait que là, finalement, ça a vraiment explosé. Il y a beaucoup de très bons films que leur difficulté, c'est juste de trouver leur audience. Tu sais, le phénomène des films cultes là, qui font pas beaucoup de splash, qui perdent de l'argent au box-office. Mais avec le temps, dans 25 ans, on s'en rappelle encore, puis ils ont un following dédié. Tu sais. Oui. Meilleur exemple, c'est Big Lebowski là-dessus. Là. Oui, c'est vrai. Scott Pilgrim. Aussi. Bien vu, absolument. Ouais. Mais pour peut-être revenir sur les test screening. Mais je recommande de le lire si vous voulez. C'est une lecture assez légère. Ça s'appelle Audienceology, qui est quand même assez. Audienceology. Audience. Trait d'union O. Trait d'union Logy. Cool. OK. Puis il y a beaucoup d'histoires de différents films, comment ça a influencé le film. Puis au final, moi, ça m'a donné une valeur comme à ce processus-là. Tu peux voir comment, au contraire, quand c'est bien fait, puis le livre montre comme lui, il fait de certaine façon. C'est ça. Puis lui, son but, c'est de prendre les résultats du film, puis après ça, parler au studio pour voir, OK, ça a causé telle affaire, ça a causé telle chose, puis le but, c'est créer le meilleur film possible. Est-ce que ça arrive qu'ils montrent seulement des extraits du film et non le film au complet? Non, c'est toujours le film au complet. OK. Tu peux pas montrer une scène qui encapsule un peu le mood du film? Non, pas nécessairement, parce que tu montres juste la scène pour voir quelle est la meilleure scène, mais tu sais, tout dépend du contexte dans lequel la scène était. Souvent, une scène peut être très bonne en soi, mais avec tout le film dedans, la bonne scène peut nuire au film. Il donne Est-ce que des fois, ils font comme tel groupe version A du film, tel groupe version B du film? Oui, ça arrive. OK. Souvent, ils vont changer la fin, ils vont changer un élément. Souvent, c'est une question de fin. Ouais. Souvent, c'est une question de le studio pousse pour une version, puis le réalisateur pousse pour une autre version. Et le test. C'est ça. À l'épreuve. De Deer Hunter, ça a été comme ça. Okay. Mais je sais pas si cet exemple-là est dans le livre, mais le studio voulait une version, puis Michael Cimino voulait sa version à lui.
Puis je pense qu'il a fait un petit truc chien pour un peu saboter l'autre projection, me semble. Puis ça a fait en sorte que c'est sa version à lui qui l'a gagné à cause. Est-ce que c'était juste à cause de ça? Je sais pas, on n'a jamais vu la version du studio sur celle-là. Des fois, il crée des entre-deux. Ce qui peut être désastreux parce que ton film a juste l'air d'un monstre après ça. Ok, comme il raboute. Oh, pareil. Ouais, des fois, les là, studios vous allez regarder les deux fins. Non, mais souvent, les films finaux, en fait... ils mélangent, ils font un... C'est ça. Petit homonculus. Ouais. Petite estimation approximative. Toute botchée, de Frankenstein. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça donne. Puis on a vu ça beaucoup dernièrement avec justement des productions énormes qui sont juste faites selon les chiffres à 300 millions puis qu'ils font juste comme... tellement se donner d'options que... Puis recalculer, remonter, refaire ta affaire. Puis ça fait que ça grossit au lieu de juste comme... Il allait avec une proposition, prend une fucking décision artistique puis vas-y avec là. Mais pour exemple, mettons une scène, tu dis mettons une scène, est-ce que la scène est bonne ou est pas bonne? Tu peux pas juste projeter la scène puis voir que ça marche. Si ça marche ou pas, dans le livre, il donne un exemple du film Cliffhanger avec Sylvester Stallone des années 80. Okay. Il y a une scène, apparemment, il dit dans le livre, vraiment très hot, jusqu'à un moment donné, le personnage de Stallone doit faire une sorte de saut périlleux entre un bout de roche et un autre bout de roche. Puis le monde trouvait pas ça assez réaliste. Exactement. Sauf que c'est vraiment un move de ils l'ont filmé pour vrai. Ils ont filmé la doublure qui ressemblait vraiment à Stallone. Et le gars était capable de le faire. Puis il l'a fait. Puis c'est hot, c'est incroyable. Ça non, ça brise mon suspension of disbelief. C'est ça. J'y crois pas. Fait que le score était surprenamment bas du film originalement, mais ils ont juste enlevé cette scène-là. Puis après ça, les gens croyaient après ça que le personnage était en danger après. Weird. Parce que comme tu le mets trop, comme il est génial, c'est un surhomme. Fait que ça gâche un peu. Peut-être que, il a fait Exactement. C'est peut-être un peu justifiable, mais c'est drôle que les gens étaient comme j'y crois pas, mais ça a été filmé pour de vrai. C'est fascinant. Fait tu me gères un petit volet de Hollywood que je connaissais pas du tout. On sait que ça existe. Ouais, c'est ça. Ça existe, mais parce que la vision qu'on a toujours de ça, puis là, je suis pas encore connaissant, mais si à un moment donné je vais à Hollywood puis je parle à des gens là-bas, à un moment donné, je serais curieux d'avoir leur avis là-dessus. Est-ce qu'on fait ça au Québec? Oui. Oui, absolument. J'ai déjà assisté à des... plus maintenant, là, mais j'ai 3-4 projections test là, pour sur des films un peu plus haut... le plus de budget, les compagnies qui ont les moyens de se payer. Parce que les festivals servent un peu à ça aussi, right? Des fois, il va y avoir des retouches qui ont fait un film après le festival, puis quand ils ont vu la réception du monde. Puis... Oui, ça peut arriver, en effet. Ça, c'est pas surtout parce que des fois, il y a des films qui vont en festival qui n'ont pas encore été achetés. Pas nécessairement. Ça peut arriver. Parce que après ça, si un studio achète le film, parce qu'il a fait à tourner des festivals, le studio, des fois, va faire conditions qu'on fait tel changement. Ça peut arriver. Mettons, ça arrive mettons à Sundance où c'est comme... Beaucoup de films qui vont à Sundance sont pas nécessairement de distributeurs attachés ou il y en a un attaché, mais plus petit. Puis là, il y a un gros distributeur qui va le voir. Puis là, après ça, il dit « Hey, ce film-là, il est vraiment hot. On va l'acheter. Puis après ça, on va le faire une sortie beaucoup plus grande. Ouais. Mais ça peut arriver qu'il y ait une différence entre les deux. Mais ça dépend à quel point le film peut avoir un attrait grand public. Plus que le film a un attrait de grand public, plus que ça a des chances que ça arrive. Mais un film comme, je sais pas, Whiplash, quoi que c'est eu, non, c'est un attrait de grand public, là. Mais mettons, on va donner un exemple. Quand que Miramax avait acheté Reservoir Dogs après sa projection à Sundance, Harvey Weinstein voulait qu'il coupe la scène où il coupe l'oreille du gars. Puis parce qu'il s'est dit comme OK, on peut faire une grosse sortie avec ça, ça va être cool, mais avec cette scène-là inclus, on va perdre énormément de gens. Puis la plupart du monde aurait dit oui, monsieur Weinstein, on va enlever cette scène-là pour avoir ta sortie, mais il fait comme genre non, c'est mon film, je sais que ça a sa place là-dedans, puis il a décidé de... Puis il a un peu forcé la main pour comme, garder la scène, puis Weinstein fait comme... Tu as raison, tu prends la scène la plus spoofée, puis... c'est plus apprécié. Ouais. Ça, puis le fameux plan, là, où est-ce que t'as... je me rappelle plus des personnages, mais un par-dessus l'autre, là. Avec les guns, là. En face. Classique. Ouais. C'est ça. Mais ça peut arriver que, oui, je dirais pas que les festivals servent à ça, mais ça peut être un moment où est-ce que t'es encore une nouvelle fois confronté à ton film. Parce que, mettons, une sortie à Cannes, t'as peut-être...
pas combien de centaines de personnes dans ta salle. C'était des walkouts à moitié du film. Ouais, c'est ça. C'est bon, peut-être qu'il y a quelque chose de pas correct. Là, bon, en effet. Fait que... Mais avoir des feedbacks sur ton film, c'est jamais négatif. Ben non. C'est juste... Ça dépend de ta personnalité. Il y a des gens qui vont mal le prendre. Ouais. Des gros égos. Aïe, ouch. Vous avez tort. Mon film, il est excellent. Je m'imagine que ça... un petit fait intéressant, on s'est rendu compte de ça assez vite, Hugo puis moi, quand on est allé au festival en Abitibi, à Rouyn-Noranda. Des fois, il y a des gens qui walk out, c'est pas parce qu'ils aiment pas le film, c'est parce qu'ils sont obligés. On a une cédule à 7 têtes, puis des fois, on allait voir un film, on savait qu'on regarderait pas à la fin. Là. Ben, genre que les génériques commencent, les gens commencent à applaudir, puis d'autres, on s'en va. Ouais, exact, on a une entrevue. Let's go. Ça arrivait quand même. C'est pas parce que je voulais manquer de respect au réalisateur. Il y a une fois qu'on l'a tiré parce qu'on avait la distributrice puis le réalisateur assis juste à côté. C'est un peu gênant. Je vais pas y embarquer par-dessus, tu sais. Le film, c'était normal. Je me rappelle pas du nom du réalisateur. C'était vraiment bon. C'est un de mes préférés qu'on a vu là-bas. C'est très drôle puis très... je me souviens jamais le nom de l'acteur, là, mais c'est... c'est l'acteur belge. Celui qui, dans un des séries qui se fait... Pas César, mais le... il joue dans Au Poste. Il joue dans... Keep an Eye Out. Ah oui. Voilà. Il était là? Non, il était pas là, mais c'est lui qui c'est le rôle principal. Ok, je sais que s'il était là, comme genre quoi, il était allé au festival de très drôle. Non, c'était juste le réalisateur puis la productrice. Ah, ok, bon. Très cool. C'est ça, Olivier Babinet, qui était assis comme juste en avant. Le siège à ma gauche, juste en avant. Puis la distributrice, je pense. Fait que ça fait que là, on l'a étiré un petit peu parce qu'on était comme un peu inconfortable. C'est l'entrevue avec les gens de Richelieu qu'on avait tout de suite après. Exact, c'est ça. On voulait pas manquer ça. Apparemment, à Cannes, parce que c'est aussi un énorme marché, Cannes. C'est pas juste les films sélectionnés à Cannes qui sont présents à Cannes. T'as aussi un énorme marché auto. C'est principalement un festival de marché, d'ailleurs. Apparemment que c'est très fréquent d'avoir des walkouts à cause que t'as tellement de choses à voir que si le film t'accroche pas, faut va-t'en. Ouais. T'as probablement mieux à voir, puis te gâche pas ton temps. Fait que ça peut être assez difficile de retenir un public si ton film est pas si bon que ça. Exact. À cause de ça. Puis sûrement que dans toutes ces autres-là, il y a aussi des walkouts que c'est pas par choix. Là. Mais il y en a que c'est par choix aussi. Mais oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a plus de walkout en festival. Je sais pas quel festival aussi. On s'entend. C'est un festival de juste on monte des films, c'est le fun. Peut-être tu vas au rendez-vous, festival où je travaille. Je pense il n'y a pas vraiment de walkout. C'est pas comme si on a plus un festival de public aussi. Là. On a beaucoup d'industries aussi, on a les deux, mais tu sais c'est quoi le film que tu vas voir souvent. Là. On fait des rétrospectives de l'année québécoise, donc souvent tu vas avoir une idée de ce que c'est. C'est pas tous les festivals que c'est de même. Même la plupart des gens, quand ils achètent le billet, ils écoutent le film au complet. Ouais, c'est ça. Ben, si je sais que j'ai pas le temps, j'irai pas. Je vais pas aller voir un demi-film. Ouais, exact. Pas un demi, mais des fois un 3/4 de film. On se dit, tant qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de festivals qui présentent le même film plusieurs fois. Fait que tu vas voir la moitié du film à un bon moment, t'as pas le temps. Ça, tu vas voir, tu retournes pour la deuxième moitié plus tard. Faites jamais ça. C'est pas un phénomène qui existe. Là. Personne fait ça. Donc, Charles, veux-tu nous présenter le film que tu nous as fait regarder pour notre discussion de cette semaine? Le film que tu nous as fait subir. Je dirais pas ça. J'ai choisi le film vraiment sur un coup de tête parce que j'avais pas... T'avais pas prévu. J'avais pas prévu, non, mais je me suis dit, ça fait longtemps que je vais voir ce film-là, puis j'en connais très peu, puis je sais que c'est un film très culte, puis... c'est ça, fait que c'est 99 francs, réalisé par Jean Counan. Basé sur un livre très culte qui parle de Jean Dujardin qui joue un créatif dans des agences de publicité et il navigue dans ce monde-là. Et le but du film, au final, c'est vraiment, on présente vraiment le monde de qu'est-ce que c'est la publicité et qu'est-ce que... Le film essaie vraiment de montrer le cynisme qu'on peut avoir une fois qu'on est dans ce monde-là et d'où vient ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on nous vend.
il est derrière du monde et qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Donc voilà. Puis pour mon appréciation, je trouve que ça, c'est du film. Wow! J'avoue, je suis très content de mon choix. Nice. Pour moi, c'est une belle découverte. Je sais pas pour vous, par contre. Donc, moi, j'ai bien aimé. Le film n'est pas venu me chercher tant que ça. Mais j'ai aimé c'est un film qui est très entertaining de A à Z. Tout le long, je pensais à d'autres films que je trouvais un peu similaires, que j'avais préférés. Je me forçais un peu à les comparer. Quoique ce film-là est quand même une anomalie. Ce film-là amène beaucoup de choses, beaucoup de parti pris qui est quand même assez unique, que j'ai pas vu vraiment ailleurs. Donc je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un petit peu preachy. Un petit peu. Ça me sort un peu d'un film, honnêtement. Là. Un petit peu preachy. Moi, ça me sort un peu d'un film. Avec moi, il faut que ça soit fait avec beaucoup de subtilité. Puis il faut que tu amènes un petit peu plus. T'amènes un petit peu plus que juste comme, ben oui, c'est plate. Hein. Plus de nuances. Ouais, nuances. Mais tu sais, tu peux y aller avec grosse satire, puis laisser rien, là, vraiment, juste don't hold your punches. Ouais. C'est pas un spoil, là, c'est pas grave, là, je vais juste dire, tu sais, exemple, moi, c'est la petite phrase à la fin, là. Il y a plus de 500 milliards. Ouais, celle-là était peut-être pas nécessaire. Exactement en publicité par année. Ouais. Avec tant, on pourrait régler la moitié de la faim dans le monde. Non, ça marche pas de même, l'économie, je m'excuse. Ce que tu viens de dire, c'est stupide. Et voilà. Ça fait pour moi, la fin un petit peu... Cette phrase n'était pas nécessaire. Moi, ça a un petit peu gâché le propos de l'histoire. J'ai remarqué pendant je trouvais que c'était plus nuancé que ça. Ouais. Puis là, avec ça, c'est juste stupide. C'est pas de même, ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les compagnies de publicité, ils investissent de l'argent pour faire de l'argent. Puis il y a bien des compagnies qui ne fonctionneraient pas s'ils faisaient pas de publicité. Fait que tu peux pas juste... investir dans du pur altruisme tout d'un coup. Exactement. Puis penser régler tous les problèmes. Puis encore, ça marche pas de je vais même. faire une petite parenthèse, mais jeter de l'argent, c'est la fin dans le monde. Il va quand même avoir de la fin dans le monde parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de guerre civile, de gens qui privent leur population de nourriture. C'est pas la même chose. Tu peux pas donner plus d'argent à ces gens-là. Fait que c'est comme une phrase qui a l'air bien vertueuse puis qui a l'air bien intelligente, mais qu'au final veut pas dire grand-chose. C'est l'équivalent du faux activisme. Je suis désolé, là. Ça fait rien. Fait rien concrètement. C'est du vent. C'est du pelletage de nuages. Exact. C'est juste. C'est ce qu'on appelle du virtue signaling. Je trouvais que c'est très out of touch avec le reste du propos du film. C'est ça. Mais en dehors de cette phrase-là... en dehors de ça, que c'est peut-être pas la décision du réalisateur, je ne sais pas. En dehors de ça, super entertaining. De A à Z, il n'y a pas de moment plate. Je l'ai écouté à matin, à 2h du matin. J'étais fatigué. J'ai eu une grosse journée de travail avant. Puis j'ai quand même apprécié mon écoute. Puis il n'y a pas un moment où est-ce que je te suis bord de m'endormir dessus. Là. En effet. Fait que non, je l'ai bien aimé. Plus j'y repense, plus je l'ai aimé. Il y a un petit peu c'est un petit peu maladroit par moment. Okay. Ça m'a un peu... Ça m'y enlève une étoile. OK. Je dirais. Ça va. Oui, moi, ça ressemble beaucoup, là, comme je viens d'exprimer. La fin a un petit peu gâché le propos du film pour moi. Mais c'est tellement dynamique comme film, trame sonore vraiment entraînante, du montage qui a pas peur d'aller dans toutes les directions imaginables. J'adore le rythme du film de séparer ça en chapitres, mais discrètement. Le je, tu, il, vous, nous, là, c'est cool parce que la narration changeait par chapitre aussi. Quand il parle de lui à la troisième personne, des fois, puis des fois c'est à la première personne, puis des fois c'est il parle à l'auditoire. Il y a une belle relation de même avec la narration qui est comme omniprésente, mais des fois non. Je trouve ça super original pour ça. C'est des idées de montage tellement cool, là, d'esthétique vraiment amusante. Genre d'esthétique que je critique souvent d'habitude, mais que là, c'est justifié. Ben oui, exactement. C'est tout à fait dans le propos. Jean Dujardin, il est écœurant. Il est incroyable. Il est vraiment bon dans très drôle. Il est hilarant. Il est vraiment pas à son meilleur. Quoi qu'il il est hyper bâti, mais il a l'air de petite crotté des fois. Ouais, il est comme... Il fait le bon personnage que t'as envie de détester, mais qui reste attachant quand même d'une certaine façon, puis que... Un peu Jason Bateman. Tout le long, je pense j'avais beaucoup American Psycho. Beaucoup, moi aussi. Tout le long du film.
espèce de délire, si c'est arrivé pour de vrai ou pas, puis le narcissique. Puis non seulement American Psycho, Vampire's Kiss. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je pensais beaucoup à Vampire's Kiss qui traite ses employés. Puis que, exact. Quelqu'un qui occupe un poste corporate très stressant puis qui a un peu un breakdown. Pas exactement, parce que c'est pas ça que le film veut amener. Mais il y a une espèce de rapport à la réalité similaire à Vampire's Kiss. Absolument. Moi, le film que dans ma tête je regardais, puis c'est un film qui est sorti après 99 francs, c'était The Wolf of Wall Street, qui aussi, qui a aussi Jean Dujardin dedans d'ailleurs. C'est vrai. Je pense, dans ma tête, c'est le film qui ressemblait le plus, parce qu'à la fois on te présente un monde dans ce film-là, puis à la fois tu pars dans des trips de débauche, tout le kit, mais tout en présentant le monde, tout en montrant un certain cynisme. Puis que c'est au final c'est hyper terre, le Loup Wall Street par contre. Celui il va exact. Mais c'est un film qui parle d'image, fait que t'as pas le choix de ça parle de la publicité, c'est le rêve, c'est les images, c'est le dynamisme, fait que c'est des montages, avec des moments oniriques là, même dans le film, ça va dans des ça oui, tu rentres dans du gros surréalisme par moment, ce que je trouvais extraordinaire là. Puis c'est ces éléments-là très surréalistes qui m'achètent. Ça me donne beaucoup de capital de sympathie envers le film parce qu'il y a des séquences que je trouverais un petit peu prétentieuses. On dirait que ça passe d'un coup. Oui. Tu sais, comme le petit plotline des terroristes anti-publicité, puis ils changent la publicité pour l'autre. Je trouve ça ultra cringe, mais je me suis dit, c'est sûrement pas arrivé. Un peu. Dans la diégèse du film, je pense pas que c'est arrivé. Non, c'est ça. C'est ses délires à lui. Fait qu'à ce moment-là, je suis comme, c'est plus... Sans être un propos, c'est plus on regarde un peu dans la tête du personnage à ce moment-là. Fait que, mais dans ma tête, je me dis passe. aussi en France, de l'activisme très très fort pour beaucoup de choses. Je me disais, ça se peut là. Ouais, ça se peut. Ils sont excessivement politisés. C'est des choses comme quand il fait sauter l'auto, puis l'explosion de char. Ça, en tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Même dans la diégèse du film, c'est pas vrai. C'est ça. Ça fait aucune conséquence. Exact, c'est ça. Mais on réussit quand même à piece together les éléments, les vérités à travers tous ces mensonges-là. Ouais. Comme quand tu regardes une pub, puis t'en as vu beaucoup, tu sais. Fait que non, il y a beaucoup d'adresses dans la façon que c'est structuré. Puis très bons dialogues. Choix des images, puis les dialogues. C'est pour ça que ça fait en sorte que la petite phrase à la fin, c'est d'autant pire. On dirait qu'elle frappe aussi fort que ce que le film, tout le poids que le film avait avant. C'est ça, mais déjà que le film parle beaucoup, j'aime certains films quand que le parti pris est très assumé, ou c'est pas... Ou est-ce que c'est pas... Je parle objectivement, mais si je suis clairement biaisé, là, c'est un film qui... Genre, non, j'ai une opinion, puis... Il l'assume à maudit. Je suis comme, OK, vu que tu l'assumes, je respecte. Ben, je respecte parce que t'as pris un risque. C'est ça. Puis le film pousse beaucoup avec la fin quand il dit la quantité de publicité dans laquelle on est exposé dans notre vie, puis que le monde est carrément construit autour de nous, d'images qui sont faites pour nous vendre. Je trouvais que le chiffre était bas. Je suis sûr que maintenant, c'est quasiment le double. Ah oui. Je suis sûr. On parle de 2007. Là. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que maintenant, c'est au moins le double. Puis le film se passe en 2001. Ouais, voilà. OK. Ouais. Puis, fait que, on a évolué beaucoup depuis, mais on n'a plus de télévision, fait que ça change quand même les choses. J'ai beaucoup aimé sa scène d'introduction quand il se présente avec son Segway au bureau. Il penche à côté du bord et dit Ave Octave, salut les ringards. Mais le bout vraiment magique, c'est la scène que tu parlais tantôt, où est-ce qu'ils font leur pitch. De pub. Puis c'est bon. L'idée qui pitch est legit très bonne. Oui. Je me suis dit, ça, c'est une publicité que la j'aimerais voir. La pub qu'il a faite de Yogo, là, que les filles qui parlent intelligemment. C'est le genre de pub que, tu sais, les bonnes publicités de Super Bowl, là, que le monde parle longtemps, là. C'est ce genre de publicité-là. Sauf que le gars qui veut vendre ses 12 tonnes de yogourt, il n'est pas d'accord. Non, il veut pas. Lui, il a une checklist. Là. Il sait c'est quoi son public cible. Puis il veut faire la même affaire qui a déjà été prouvée
pour ce public. Qu'est-ce qu'elle veut, là, la ménagère? Exact, Elle veut quoi, ça. là? Elle veut pas de l'humour. Qu'est-ce qu'on veut qu'on lui dise? C'est ça. Elle veut qu'on lui vende du rêve. C'est drôle la scène de casting. Là, puis, c'est quoi ça? Ouais. Il y a juste une fille qui après, c'est quoi ça, là? C'est ça? trop d'africanisme. Oui, je sais pas. Oh, my ça n'a God. aucun sens. Là, tout le monde est mal à l'aise. le monde va rire. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que le monde t'es pas malade, c'est juste normal. Ah ouais, en effet, c'est trop. Mais il y avait juste comme la fille, comme la Ouais, non, il y avait directrice une de couple production. Comme il y ouais. avait une couple de gens de la compagnie de publicité qui étaient comme. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça donne beaucoup de poids, Ouais. le fait qu'il y a comme un disconnect Ouais. entre les deux. Non, mais clairement, le film veut montrer que, Ouais. tu sais, il y a en plus, certaines de ces checklists-là sont racistes. Ouais, c'est ça. le screen test de la fille d'après, avec les gros seins qu'on voit en premier. Ouais. Que, Elle, je ça l'aime. c'est beaucoup mieux. Puis là, après, son assistant, il dit peut-être encore un petit peu trop d'africanisme. Puis il dit est-ce qu'on peut la rendre plus pâle en post-prod? Alors qu'on sait qu'il y a des choses de même qui se font pour vrai. Tu sais, des Oui, filles ben qui se font photoshopper dans des Ben publicités oui. qui n'ont pas consenti à se faire photoshopper. Exact. Ouais. Puis, Justement, la fausse fin. Ouais. La deuxième fin. Qui s'en vient Est-ce qu'on parlait de Focus ça, Group, justement, que t'avais deux C'est vrai. fins potentielles? Il y a ça qui se passe dans la vraie version du film. Mhm. Il y a deux fins. Il y a celle du personnage principal Ouais. qui se fait dans sa tête pendant qu'il est en train de tomber vers sa mort. Puis il y a la vraie fin. Mhm. Probablement ce qui s'est vraiment passé. Puis c'est ça, ça Mais finit la vraie avec... fin étant celle du trip de drogue qui ont tué des gens. Ouais, exact. Puis là, ils se font arrêter. tu sais. Mais là, lui, Qui a dans pas, sa qui a tête... pas fait la pub alternative, ou ben, qui l'a pas. Du moins, on sait pas s'il l'a vraiment publié. C'est ça, Ouais. sûrement pas parce qu'il y a eu son poste. Exactement. Il y a eu Fait sa que je pense promotion. pas qu'il l'a fait parce qu'il y a eu sa promotion. Ouais. Mais c'est ça, mais là, ça finit sur lui qui là, voit sa copine avec leur enfant qui a abandonné. Ouais. Puis il se photoshop sur une plage. Ouais. Littéralement, il se Ouais. fait photoshopper sur une plage. Yep. Non, Non, ça, c'était cool. Il y avait c'était- beaucoup de très bonnes décisions créatives dans ce film-là. Ouais. C'est Puis un c'est très drôle bon film. que ça soit après Robocop. Ouais. Parce que Robocop C'est aussi a vrai, beaucoup de fausses publicités. C'est vrai. Verhoeven aussi, il aime ça, jouer avec ça. Ouais. Publicité, puis dans Tout à fait. Starship Troopers aussi, là, toutes les publicités là, qui sont quasiment plus iconiques que le reste du film. Là. Ouais. Hein, Would you like to know more? Justement, le côté très, Audrey, comme artificiel plastique. Ouais. C'est dans Robocop, je pense qu'il utilise la publicité pour. Il exagère les traits de publicité pour montrer comme genre, c'est ça que tu vois au final. Mais dans 99 francs, il y a une scène de même où avec la pub danoise de chocolat danois. Là, Oui. Oui. Non, au chocolat au lait. Ouais. C'est quoi Il a remporté le match. Un match de quoi, là? Un match de foot? Un match de Thierry a rugby? C'était quoi, remporté là? le match. Ouais. J'ai dit compté que- 3 buts. Elle dit que la barre de chocolat, c'est bon pour sa croissance. Ouais. Non. Avec une Parce qu'il y a petite du mousse au lait pour ta Oui, croissance. exact. C'est quoi que vous mangez? La nouvelle barre de chocolat avec. C'est ça. Puis encore là, t'aurais pu faire un sketch vraiment dans un studio puis pendant un tournage. Ça aurait été moins drôle que la scène de délire. Lui, il est en train d'avoir un bad trip et d'overdoser sur de la drogue. Puis il s'imagine ça. Ouais. T'sais, c'est pas arrivé pour de vrai. Fait que tu te permets d'aller dans l'ultra absurde Ouais. sans briser. Sans aller dans l'absurde, admettons, dans un absurde comme Quentin Dupieux où est-ce que l'univers est ridicule. Ouais. T'sais. Là, c'est lui, sa perception du monde qui est ridicule. Fait. Mais non, plus on en reparle, plus je l'apprécie. Oui. Ouais. Mais ça, je pense que c'est un film que je vais revenir un de ces jours. Ouais. Je vais Ouais. écouter. Définitivement. Mais c'est drôle, j'écoutais ça puis je me dis comme genre, ça c'est le film que j'aurais dû écouter quand j'étais ado. Puis que ça aurait été le meilleur film du monde pour moi à ce Ouais. moment-là. Ouais. Sur moi. Octave, pareil, ouais, on ouais. serait devenu ta personnalité pendant 2 semaines. Peut-être pas! Peut-être pas, là. J'espère que non. Salut les ringards! Mais c'est le genre de film justement qui lui ça y va pas tu sais dans les subtilités Ouais. dans les petits traits là. Lui ça arrive Non, ça non. prend un gros pinceau puis ça peinture avec Exact. de gros traits Juste ça... le nom de leur film, Ross and Witchcraft. Ouais. C'est-tu Ross and Witchcraft. un partenaire qui s'appelle Witchcraft ou c'est juste parce qu'ils font littéralement de la sorcellerie avec l'image pour Ouais. envoûter tout le monde? Ouais. T'sais, Il n'y a aucune subtilité. Là. non c'est ça puis à un moment donné il dit on dit en anglais ça fait américain Oui, exact. il y a des noms
compagnie. C'est vrai, parce que la France, ont comme une espèce d'obsession avec une espèce d'américanisation. Ouais, j'adore quand ils sont assis puis qu'ils regardent le tournage de la pub de choucroute, puis tu vas-tu lui dire que c'est une pub de choucroute? Là, parce que... le gars, c'est quasiment une pub de Hustler. Un shooting de Hustler. Ça n'a aucun rapport. C'est quand est-ce qu'on va y dire? Vas-y, toi. OK. La choucroute. En parallèle, la scène où ils se font dire comme genre, OK, vous avez 1 heure pour pondre une pub. Puis ils sont juste comme, relax. Mets de la coke dans le cage du hamster. Relax. Pendant que l'hamster il meurt, on écrit la même pub qu'on a écrit des centaines de fois. Parce qu'ils connaissent la chanson. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Exactement. Puis c'est même pas de stress. Puis ils improvisent la pub, puis c'est exactement... Puis ils disaient ça, puis je me disais... C'est fou comment c'est exactement une publicité que je verrais à la télévision avec une petite joke de background avec le hamster qui court beaucoup trop vite dans la... Puis j'étais comme genre, wow, c'est bon ça. Tellement une bonne joke. Puis on vient d'écouter le trailer du film qui est intéressant. Le trailer est ultra conventionnel. Puis je suis désolé, c'est pas une bonne pub. C'est une mauvaise mais je pense que c'est voulu. Tu penses? Je pense que c'est délibéré parce que le plot point... Je pense pas qu'il y ait moyen de le savoir. Le plot point de la pub qui est... justement, leur pub qui est créative, il en veut pas. Le gars de la compagnie de Yogourt, Starlight, il en veut pas. Il veut celle qui est standard. Puis là, quand que leur manager, peu importe, il leur dit là, on a 1 heure pour pondre une pub, ça arrive aux 3/4 du trailer comme si c'était le moment du film. Parce que d'habitude, un trailer est structuré. En 5 secondes. Puis... C'est ça. D'habitude, c'est structuré comme le 2/3. Ben, tu présentes les personnages, puis après ça, tu présentes l'intrigue. Ce plot point-là de 5 minutes, qui est un sketch, est présenté comme l'intrigue du film dans le trailer. Je serais quand même pas prêt à dire que c'est avec assurance que c'est voulu. Non, mon parce qu'il y a aucune façon de savoir. Peut-être juste le studio qui ont décidé qu'ils vont faire le coup pour attirer le monde. Puis, exact, non, c'est ça. Pas avec assurance, mais je pense que ça sert. Le propos du film. C'est drôle parce que je me disais, je repensais après avoir écouté le film, puis je me disais, hey, la mise en marché du film après, parce que faut que tu publicises ton film qui parle contre la publicité. Ils ont s'engagé une firme à l'extérieur qui ont fait comme ouais là ils viennent rire de nous autres. Fait qu'on va y faire la pire pub possible. Peut-être, mais c'est drôle parce qu'en même temps, si tu fais une fucking bonne campagne publicitaire, puis tu fais un film qui parle de pub, il y a tellement de possibilités de bonnes pubs à faire avec ça. Mais en même temps, si tu parles-tu contre ton propos? Si tu fais une bonne campagne publicitaire sur ton film contre la publicité, mais en même temps, si tu fais une mauvaise pub, tu parles contre ton propos aussi parce que tu parles de comment il n'y a pas de créativité dans la publicité puis c'est tout de la merde, tu sais. Sauf que, mais c'est ça mon problème avec la petite phrase finale du film, c'est que tu fais un film qui t'a coûté des millions d'euros. Peu importe, de francs. En 2007, c'était en euros. C'était en euros déjà, ok, c'est bon. Qui te coûte des millions d'euros. Puis... En 2001 que ça se passe, fait que c'est des francs. Ouais. Non, mais le film a été fait en 2007, fait qu'eux autres, ça leur a coûté des euros. Parce que là, je parle dans les vrais, les gens qui ont fait le film. Là. Donc, eux autres, ils l'ont payé en euros. Okay? Quand ils payaient cash là, avec leur papier. Là, c'est ça, exact. C'est ça. En tout cas, tu viens de dépenser beaucoup d'argent, puis là, mais tu parles contre le fait faire de la mise en marché puis de la pub, comme quoi ça devrait pas exister parce qu'il y a des meilleures façons de dépenser de l'argent. Ils vont pas dire que la pub devrait pas exister, mais ils parlent du côté très toxique et nocif de la culture moderne de la publicité. Je sais, mais la petite phrase à la fin est tellement simpliste que tu recentres tout le propos du film, tu fais c'est comme une synthèse, on s'entend là. C'est une fausse synthèse, c'est ça. Exact, c'est ça. Fait que la synthèse de ton film, ce que tu as voulu mettre, c'est la publicité ça coûte cher puis on pourrait mieux investir cet argent-là. Mais elle coûte cher à cause de quoi? C'est ça que tu essaies de dire? Tu es en train de dire qu'on devrait juste pas investir cet argent-là? Mais si tu veux rentrer dans ton investissement de millions de dollars, tu es obligé d'en faire de la pub, puis il y a mieux d'être bonne. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que ça prend le propos qui est plus profond. C'est la dissonance un peu avec le reste du film. Exact. Ça prend le propos qui est plus profond, puis ça vient faire une petite synthèse qui est tellement facile puis palatable. J'ai mieux imaginé ce film-là sans cette phrase-là, je pense. Malheureusement, elle est là. Malheureusement, elle est là, mais... Elle fait partie du film. C'est un épine dans le pied. Là. Vraiment. C'est sûr. Mais c'est peut-être un truc qui a été imposé. Je sais pas trop quoi. Je sais pas. Probablement. Mais dans ma tête, je vais l'imaginer le film sans cette phrase-là. On dirait que le réalisateur, il a lu le livre, il a aimé ça, mais il a pas compris.
Mais ça, je trouve ça spécial parce que j'ai regardé la carrière du réalisateur comme. J'ai pas vu autre chose. C'est ça, mais je connaissais déjà de Doberman. Ah, il jouait dans le film. Ok. Ah, ben oui, Chris. Fait que... Ah, ben oui. C'est lui le gars de la compagnie de yogourt? Non. Non, okay, je pense que c'est le producteur. Director pour acteur. Ah, ouais, c'est ça. Il joue Mais ouais, fait que c'était lui en effet. Mais ce film-là est excessivement bien fait et bien maîtrisé. Je trouvais ça juste spécial que il semble ne pas avoir fait un film de ce niveau-là. Je connais juste Doberman, mais je pense pas que c'est particulièrement un film. Ça me dit absolument rien. C'est ça, mais ça a l'air culte. Ça a l'air. Mais... 8000 personnes qui l'ont vu sur Letterboxd. Ouais. Mais les Français sont pas tant sur le box. Non. Il y a un autre site en France qui fait à peu près la même job. Ah oui, ok. Il y a très peu de Français. Ah, mais il y avait une autre chose. En l'écoutant, il a fallu que j'aille voir. J'avais l'impression que c'était comme adapté d'un graphic novel. Ok. À cause de je sais pas, non, il y avait comme une patte visuelle que j'avais l'impression que, tu sais, milieu 2000, les films qui étaient adaptés de graphic novel avaient un peu toute cette esthétique-là. Similaire, on dirait que c'est plus une affaire d'année 2000 parce que c'est inspiré d'un roman. C'est ça. Ouais. Inspiré, c'est adapté d'un roman. Sûrement que le livre doit être très wild. Je sais que c'est un livre qui s'est beaucoup vendu. C'est un livre très, très culte, mais bravo d'avoir amené une esthétisme qui l'accompagnait. Puis qui fonctionne. Absolument. Ouais. Fait que c'est drôle parce que par moment, un autre film, certains moments de l'esthétique auraient été très cheap. Oui. Où ce qui vole parmi les images, publicité partout, tout le kit. Dans un autre film, ça aurait fait comme non, fuck off, sérieux. Mais à cause, là, c'est comme, wow, c'est totalement 100% approprié. Ah! Une suite qui s'appelle L'Idéal. Si c'est un film à recommander, est-ce que vous le feriez? Oui, définitivement. Oui. C'est hyper divertissant. Puis, j'ai bien aimé. Mais juste, dès qu'il y a un fond dur noir, arrête le film. Ouais. Clic. Arrête-le. Mais en fait, non, parce que t'en as deux. Ah, sérieux? À un moment donné, t'as comme un faux générique de film qui part. Oui, c'est vrai. La vraie totale après fin. La première fin, ouais. Après la vraie fin, il y a la fausse fin avec. C'est vrai. Excusez. Si le film finit là, c'est que t'as un film poche, là. Ouais. Ok, le film que j'avais envie d'écouter. Ça fait longtemps qu'il est sur ma watchlist. Un film culte aussi. Un autre film français. Oh, ok. De 2001. Réalisé par Christophe Gans. Le Pacte des loups. D'accord. Brotherhood of the Wolf. Ok. Je sais que c'est un film qui a une esthétique quand même assez fort, que beaucoup de gens apprécient, que j'aime beaucoup moi aussi d'ailleurs. Puis en France, depuis longtemps, on a souvent des histoires de loups puis de créatures dans les... c'est ça, dans les régions rurales de la France. Fait qu'en tout cas, on parle un peu de ça. Puis ça a l'air cool. Je sais que les costumes sont vraiment mais je regarde ça là, c'est génial. Ah ouais. Puis un de mes jeux préférés, Bloodborne. Ouais. Les costumes inspiré de ça. sont beaucoup inspirés de ça. Puis la vibe un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des parallèles avec. Fait que ça fait longtemps que je veux l'écouter. Puis je sais que... Il est disponible en plus. Ouais, ça, il est facilement disponible. C'est un film qui a assez middling, des reviews, que tu sais, 3.3 sur Letterboxd. Mais je pense que c'est parce que ça divise le monde. Il y a quasiment autant de 5 étoiles que de 2 étoiles. T'sais. Ouais. Ça, c'est bon signe souvent. Ben, souvent, c'est bon signe. C'est un film qui a un pour ceux qui nous écoutent, il est sur Shudder, il est sur YouTube en location ou en achat. Shudder qui est un très bon service de streaming. D'ailleurs. Comme on disait, un service de streaming qui a une vocation. Exact, c'est ça. Fait que Brotherhood of the Wolf, mais version originale, Le Pacte des loups. Christophe Gans, 2001. Nice.